Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, notre invité, c'est Édouard Choquet, fort de 15 saisons en professionnel en tant que basketteur pro, mais également entrepreneur. Il a créé sa boîte en parallèle. Il va nous en parler. Petit extrait tout de suite. En fait, c'est aussi simple que de se dire, en fait, mais qui c'est aujourd'hui qui accompagne réellement les sportifs de haut niveau? À part personne. Ou et du coup, même aujourd'hui, ça va même encore plus loin que ça. Mais à la base, le conseil il est là, il est de dire, au fait, mais qui c'est qui m'a accompagné dans ma carrière? Si j'avais pas eu un agent de cette qualité humaine-là, comment aurait été ma carrière, tu vois? C'est aussi simple que ça, en fait. Mm. Et ben, en fait, il y a personne. Ben, tu te dis, en fait, il n'y a pas d'entité qui accompagne vraiment le sportif de haut niveau. Pas uniquement sur marquer des paniers, sur aussi juste être une meilleure personne, avoir des projets, mieux communiquer et tout ce qui va avec, en fait, tu vois. Avec Edouard, on a parlé de sa progression linéaire, on a parlé de comment il a géré ses blessures, comment il a géré sa reconversion, comment il l'a préparé, comment il gère son temps, comment il gère son équilibre. Un tas de choses passionnantes. Edouard a créé donc sa boîte, Quan Sport, qui s'occupe de la reconversion des sportifs. Sa reconversion, c'est s'occuper de la reconversion des autres. C'est assez poétique. C'était un échange passionnant, j'espère qu'il va vous plaire. Si jamais il y a que seulement une partie de l'échange qui va vous intéresser, vous avez les chapitres en haut pour les grandes thématiques. Si vous voulez affiner un peu plus, vous avez en bas les chapitres avec vraiment le détail de ce dont on a parlé. Si vous voulez juste voir, par exemple, une partie sur son épisode, sur son année à Lasvel, c'est là aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, enfin, vous plaira en l'occurrence. Si c'est le cas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être notifié tous les lundis, une vidéo, puis likez cette vidéo. Et puis, je vous laisse avec Edouard. Amusez-vous bien. Bah écoute, là on a enregistré, donc c'est bon, on est live. C'est Parfait. sûr qu'on aura pas ce genre de problème. Bon, mais parfait, c'est parti, let's go. Déjà, merci du temps que tu m'accordes. Bah, Juste dans écoute, ton agenda très chargé de basketteur, entrepreneur et tout le reste. ouais, bah écoute, avec plaisir, vraiment, je te dis, quand je peux me rendre dispo pour ce type de projet, c'est avec plaisir. C'est pas toujours facile, mais voilà, on arrive à se trouver le temps. Donc avec Yes. plaisir. Yes, yes, c'est gentil. Mais je voulais commencer par un sujet en particulier sur les choix de carrière, en fait. Parce que, bon, Mhm, pour ceux qui te connaissent peut-être pas forcément, tu as une belle carrière mhm. en Ligue nationale. Ça fait 14 ans maintenant, je crois, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ma 15e ou 15e, pardon? 14e. Oui, Ouais. je suis peut-être dans ma 15e. Ouais. Bon. Ouais. À un moment, on arrête de compter, hein. Ça, C'est ça, c'est j'allais c'est dire, le ça fait luxe, hein. vraiment le mec, il arrête de compter, quoi. Ouais, mais je crois que c'est la 15e. Je crois que c'est la 15e. C'est le luxe, hein. C'est quand ça fait tellement longtemps et que tu C'est te poses ça, plus la question. c'est ça exactement. C'est bien. Et donc, t'es Limoges d'origine, donc quand même basketteur de cœur, Ouais, de tout à base. fait. Mais vas-y, pardon. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, Limougeot, comme on dit, born and raised. Donc, quand tu nais là-dedans, c'est vrai que tu as ça dans le sang après. Et donc, ouais, c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours, quoi. Ouais. Bah, et le basket aussi, forcément. Ta famille, je sais que ton frère a fait du basket. Tes parents étaient basketteurs ou pas du tout? Alors, mon frère a fait du basket, en effet. Et on a beaucoup d'écart, lui et moi. Et je pense qu'à l'époque, lui était beaucoup plus grand. Il était déjà en cadet France, espoir, etc. Et Ouais. du coup, moi, je voyais ça avec mon œil de petit garçon. Et je pense que c'est aussi ce qui a lancé un peu tu vois, Ouais. le, le goût et la passion pour le jeu. Et mon papa aussi a été beaucoup impliqué dans le basket, puisqu'à un moment donné, il a été président de l'association, donc la partie amateur de Limoges CSP, Ok. pendant très longtemps. Ce qui a fait que, en fait, il gérait toute la partie jeunes, centre de formation, etc. Donc, ouais, il y en avait une famille assez impliquée dans le basket à Limoges. Ouais. Et déjà de l'organisation dans la famille, en plus du Ouais. basket. C'est ça, exactement. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était un peu de taf, ouais. Donc t'as grandi là-bas, mais moi, une des choses que enfin, tu vois dans ton parcours, c'est que, on en parlera après, mais toutes les décisions que tu as prises, Mhm, elles sont rares, je trouve. mhm, Il n'y a pas tout le monde qui prend ce parcours-là, mais elles sont toutes super pertinentes et super intelligentes. T'es parti de Limoges parce que t'étais à un moment où tu sentais que ils allaient pas, enfin la formation c'était bien, mais qu'ils allaient tout faire pour remonter, et donc du coup ils n'avaient pas besoin de mettre des joueurs. Et du coup t'es parti entre guillemets t'isoler dans un club plus petit pour plus de temps de jeu, avec un coach qui allait te faire confiance. Il n'y a pas beaucoup de jeunes à ce moment-là qui sont dans la structure et qui se disent mais non non mais j'ai besoin de me laisser grandir. mhm. Bah ouais, ça, je te cache pas que c'est un peu le point de départ en fait de ma carrière, je pense. Ouais. Ça a été le choix
je pense, qui a fait que je suis devenu pro ou pas. Même si j'avais ça en moi, depuis toujours, je voulais être pro, mais pas d'une façon, comment dire, pas d'une façon arrogante de type je veux être pro. C'était vraiment genre, je voulais vraiment faire ça, tu vois. Et j'avais pas de Ouais, problème avec l'idée de me dire que je dois aller m'entraîner au terrain jusqu'à 20 heures le soir, même dehors en hiver. Enfin, je faisais des trucs de débile, tu vois, mais au final, ça me posait pas de problème, tu vois. ouais, Et mais sauf qu'à un moment donné dans ta vie, ben, je pense qu'il faut faire des choix. Et sur le coup, je m'en suis pas forcément rendu compte. Mais je sais pas pourquoi, j'ai eu ce sentiment que à 17 ans, t'es au CSP, c'était la période compliquée où en plus le CSP venait un peu de mourir financièrement sur la partie haut niveau. Donc ils avaient été repris par Fred Forte à l'époque. Ça repartait en N1 avec forcément un gros projet de monter vite, 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 vite. Et en général, les clubs comme ça qui ont un peu de budget sur des petites divisions avec le public comme ça, ils vont pas faire de la formation une pierre angulaire de leur projet. Et donc là, tu te dis en fait, ah, c'est vrai qu'à 17 piges, je me dis, avoir eu ce raisonnement-là, c'était pas stupide pour le coup, mais bon, il fallait l'avoir. Et du coup, ben ouais, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et il s'avère que donc c'était ma deuxième année de cadet à l'époque. On était en deuxième division. Donc il y avait, tu sais, à l'époque, il y avait championnat de France première et deuxième division. Je sais pas si c'est comme ça maintenant. j'ai vécu ce Voilà, moment-là, mais c'est plus comme tu ça, vois. ouais. Ouais. Et donc nous, on était à l'époque, ma première année cadet, on était en première div avec une grosse équipe, mais pour je ne sais quelle raison, on descend en deuxième div. Deuxième div, donc ça se passe correct sans plus. Et dans notre pool, on avait le club des JS à Bordeaux, qui eux ont fait une super saison et sont remontés en première div. Et là, en fait, il y avait deux trois joueurs que je connaissais très bien là-bas, dont un joueur qui s'appelle Germain Sirodin, avec qui j'ai moins de contact aujourd'hui, mais pour le coup, qui avait eu un impact grand dans ma décision. Ouais, Et en fait, bah, du coup, il me dit, bah, viens avec nous l'année prochaine, on monte en première div, ça va être cool. Bordeaux, c'est pas très loin de Limoges, on peut trouver une solution, tu vois. ouais. Et autant te dire que quand tu dois annoncer, en tout cas, quand tu dois émettre l'idée à ta famille et donc à ton père, qui est président de l'assaut du CSP, qui est à fond là-dedans, etc., que en gros, bah, tu veux te barrer de Limoges, t'as 17 piges, t'as pas ton bac, etc., ça a été compliqué. Et j'ai encore le souvenir d'avoir passé, on va dire, de mars à mai, un nombre incalculable de repas de famille où ça partait en live à chaque fois. Avec la maman qui dit en gros il fait ce qu'il veut, on le soutient, etc. Le papa qui, au fond de lui, je pense, il veut le bien de tout le monde, mais ça le fait tellement, entre guillemets, râler que le petit parte que, bon, et en plus de Limoges, compliqué. Ouais. Au final, je pense que j'ai été persévérant, puisque j'ai réussi à faire que mon père m'accompagne je crois que c'était une journée d'essai qu'il y avait au club. En gros, il faisait venir plein de gars à Bordeaux pour tester un peu, etc. Donc c'est mon père qui me conduit là-bas. Je fais les essais, ça se passe super bien. Le coach Mehdi Anat des cadets à l'époque, un super mec aussi, bah, il veut me prendre. On trouve un peu des solutions à l'arrache pendant tout l'été pour le scolaire, la maison, etc. Donc je me retrouve en famille d'accueil donc chez Germain Sirodin, dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Je trouve un lycée aussi un peu à l'arrache, parce que ma mère voulait quand même que ce soit un bon lycée. Et le lycée qui était en collab avec le club, c'était pas simple. Donc voilà, tout un bordel qui fait qu'au final, ben, je réussis mon truc de partir de Limoges et de jouer au JS à Bordeaux. Et bah, maintenant, 15 ans plus tard, je peux me dire que c'est presque le meilleur choix de ma carrière. En tout cas, l'un des meilleurs choix, puisqu'au final, c'est 2 années de folie où ça se passe super bien. En cadet, je fais une saison incroyable qui m'ouvre les portes de la N1 dans l'année suivante. Et du coup, bah, en effet, ça casse un peu les codes de faire des centres de formation, jouer en espoir pour être pro, etc. C'était un schéma totalement inverse. En N1, j'ai un coach qui s'appelle Tommy Davis, qui est un coach américain. Que je connais, ouais. Qui est un Ouais, super mec incroyable, aussi. voilà, un super mec sans aucune, comment dire, pas du tout à la française, on va dire, dans le sens où t'es jeune, t'es français, tant que tu fournis sur le terrain, tu joues. Et il me fait confiance, il me fait jouer, ça se passe bien et c'était parti, quoi, tu vois. Donc il y a tout un cheminement qui a fait qu'en fait ce choix-là, ça a été vraiment le départ de toute ma carrière, quoi. Et ça a été un choix fort pour le coup, et difficile, mais ça a été vraiment la clé, quoi. Et super courageux. Ça, c'est le mot que j'emploierais parce que c'est courageux. Alors, t'en parlais avec la famille. C'était ma question, en fait. C'est est-ce que la famille aussi a joué un rôle et a fait qu'ils t'ont dirigé vers ça? Ou si c'est en plus, on compte la famille, toi, étant 16 ans, en ayant 16 ans, 10 ans, c'est ça que je veux faire. C'est sacrément courageux. Ouais, bah, ouais, c'était courageux. Après, honnêtement, j'étais tellement déterminé, mais encore une fois, d'une façon très positive. C'est vraiment pas le truc. Ouais, je comprends. Tu sais, je voulais faire de la peine à personne, tu vois, mais au final, je me disais, c'était ça le truc. Et en effet, c'était un peu un choix à contre-courant, il fallait que je puisse faire en sorte que tout le monde accepte. Et ça a été compliqué, je te dis, ouais. Mais bon, c'est vrai qu'après coup, j'ai eu gain de cause.
Parce que quand tu l'expliques comme ça, c'est logique, mais Oui, voilà, oui. ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et surtout à ce moment-là, où là, le cursus, c'était, d'une certaine façon, mais alors soit tu vas à l'INSEP et voilà, et tu as la voie royale, ou alors tu rentres dans des clubs un peu par la petite porte et tu commences à t'entraîner avec les pros, et puis tu fais les pros, et peut-être au bout de 4 ou 5 ans, tu peux commencer à jouer. Toi, tu as pris le truc à l'envers. Tu as dit: «Bah, moi, je vais Ouais, commencer à grandir dans des catégories inférieures», c'est ça, et exactement. j'ai envie de te dire que même le reste de ta carrière, sur les décisions que tu as prises, c'est quand même, enfin, je trouve, c'est dans la même lignée, d'un point de vue réflexion. Ouais, ouais, disons que je pense que ouais, tous les choix que j'ai essayé de faire avaient toujours une forme de logique. En tout cas, ouais, j'ai essayé en tout cas. Après, c'est difficile, hein. C'est super dur. Rien ne dit que les choix que j'ai faits ont été les meilleurs, parce que tu sais jamais ce qui se serait passé si jamais tu avais fait autrement. Après, c'est le principe du choix, hein. Comme on dit, choisir, c'est renoncer. Donc, ben, à un moment donné, c'est peut-être aussi ce qui manque parfois à certains jeunes ou certains joueurs, c'est d'être capable aussi parfois de faire des choix forts en fonction tu sais, un peu de son feeling, quoi, tu vois. Je pense Ouais, que tu peux être sûr, via un feeling, via ton feeling, que si tu sens quelque chose, je pense qu'il faut le faire, tu vois. À l'inverse aussi, si tu ne sens pas du tout quelque chose, t'es sûr qu'il faut pas le faire, à mon avis. Mais ouais. et ouais, il y a ce côté un peu feeling qui fait qu'à un moment donné, bah ouais, ouais, je me suis lancé, et ce choix de Bordeaux, en tout cas, a été un peu le lancement de tout ça, quoi. Parce qu'on va pas se mentir, il y a des jeunes qui sont dans les cadets France, il y en a, mais à ne plus savoir quoi en faire, quoi. Et on met de côté les Tony Parker et les mecs qui, Oui. bon, tu les mets à peu près où ils veulent, ils font à peu près une carrière. Mais il y a des gens, pour beaucoup de gens, faire une carrière, c'est tomber au bon endroit, au bon moment, avec le bon coach et avec une relation où ta vie te permet de t'épanouir. Et ça, c'est difficile à expliquer. Le processus de prise de décision est super important et Mhm. c'est difficile à trouver. Et parfois, même en ayant le bon processus, tu n'y arrives pas. Ah ouais, non, c'est clair. Et puis, bah, je suis un bon exemple parce qu'en plus, tu vois, moi, j'ai eu vraiment un parcours jeune. En fait, j'ai grandi super tard, qui a fait que physiquement, bah, je rentrais pas dans les standards qui amenaient sur les sélections. J'ai fait les sélections départementales, régionales, jusqu'à zone, je crois, mais j'ai pas pu aller plus haut parce qu'à l'époque, j'étais super petit, super frêle. Donc au Ouais. final, ben, on considérait que je pouvais pas le faire, tu vois. Et c'est ce qui m'a aussi fermé la porte de certains centres de formation. Je me rappelle, j'avais postulé à peut-être Cholet ou deux, trois trucs comme ça. Ouais. En gros, ils m'avaient tous refusé. Et en fait, bah, parce que physiquement, j'étais pas prêt. Et au final, tu te rends compte que y a pas, en fait, il y a pas la voie, tu vois. C'est juste trouver chacun sa voie en se disant que ce qui semble être cohérent pour toi à l'instant, ben, des fois, il faut peut-être le suivre, quitte à dire que ben, tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Parce qu'en effet, tous les gens autour de moi, quand je suis parti de Limoges, ils ont dû se dire, mais en Il est gros, fou. mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Il part du CSP, c'est l'un des plus grands clubs français. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas, quoi? Et Ouais. j'avais vu trop de mecs traîner au CSP en 10e homme, 11e homme, et qui fait la life à Limoges, d'être pseudo-pro et d'aller en boîte de nuit et de se faire passer pour un professionnel, alors que t'en étais pas vraiment un. Et je voulais surtout pas tomber dans cette case. En plus, avec le nom Choqué, qui était assez, entre guillemets, connu sur Limoges, et du coup, de se dire, ouais, c'est le fils de machin, c'est pour ça qu'il est là. Tout ça, je voulais m'enlever tout ça et dire, ok, je vole de mes propres ailes, et même si c'est un petit club et même si ce sera difficile, bah, au moins c'est un truc à tenter, quoi. C'est super intéressant, je trouve, ouais, dans la réflexion. Tu parlais de prise de décision tout à l'heure. Je pense que quand tu prends une décision, souvent, il y a des critères qui sont importants, quoi. Tu vois, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Et après, tu essaies de faire en fonction de ça. Parfois même, tu le raisonnes trop et il faut essayer d'écouter, comme tu disais tout à l'heure, un peu ton instinct parfois, parce que quand C'est tu ça, étais là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, au bout d'un moment, c'est clair. c'est je sais que mon père, une fois, il m'avait fait mis face à ça. Il me dit: «OK, maintenant, décide, là, maintenant, oui ou non?» Et Ouais, ouais, là, à ce moment-là, t'as ton ventre, il te dit un truc. Et après, c'est tu clair. raisonnes. Tu dis: «Oui, mais non, 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 ça là, Ouais. c'est la voie». Et c'est pas toujours facile de s'écouter et même parfois, tu prends les décisions, elles sont pas les bonnes, mais tant que tu les as prises pour les bonnes raisons, je pense qu'à posteriori, c'est toujours plus facile de les assumer et de continuer. Ouais, et puis il y a le côté aussi, quand c'est ta décision, je pense que tu es Bien sûr. naturellement plus impliqué dans ce que tu vas faire, parce que tu as aussi du coup la responsabilité de dire, ok, je me suis lancé là-dedans, j'ai mis le merdier, pas le merdier, mais en tout cas j'ai un peu chamboulé les habitudes familiales parce que je voulais suivre mon rêve. Il va peut-être falloir donner le change, parce qu'au final, je veux pas non plus être parti en mode capricieux. Je suis parti à Bordeaux et puis je fais 2 ans et puis tu vois. Et Ouais, je donc en fait, comprends. j'ai fait aussi en sorte de donner le change sur tout, tu vois. À l'école, j'étais irréprochable, j'ai eu mon bac avec mention, tu vois. J'ai fait en sorte que tout fasse que ben, ce choix-là, il était assumé, et j'étais responsable envers ce choix-là, tu vois.
Et ce que tu dis sur le 10e, le 11e homme, le 12e homme, Ouais. je suis très content que tu en parles parce que je l'ai vécu moi de l'intérieur aussi, tu vois? Mmh. J'ai vu des mecs comme ça qui se sont perdus dans les Ouais, centres de formation, qui aujourd'hui, bah, vivent plus du basket et pour qui c'est un traumatisme aussi encore. Et il y en a bien sûr. plein des mecs qu'on laisse sur le chemin comme ça parce que, bah, on les accompagne pas, on les aide pas à prendre des décisions, à s'équilibrer et tout. Parfois on a la vision glamour un peu, mais c'est difficile quand t'es pas forcément à l'intérieur et t'as pas forcément vécu de comprendre ce que c'est que quand t'es un jeune, on te met un peu pro, tu t'entraînes un peu avec eux, tu sors avec eux, t'as la veste dans la boîte de nuit et tout. C'est C'est ça. super difficile à décrire Ouais, comme sensation. je suis d'accord avec toi et je te dis, ça en serait presque pas un fléau, j'abuse, mais c'est un truc qu'en fait, il fausse la réalité, tu vois? Qui fait que, Ouais, des joueurs qui, en fait, ne se rendent pas compte aujourd'hui qu'ils ont peut-être pas la capacité à devenir vraiment pro, mais qui, pour un concours de circonstances, vont se retrouver dans cette équipe à être 10e, 9e, tu vois? Avec un rôle mineur, voire, néant, mais juste, en tout cas, dans l'effectif qui fait que c'est toi sur le planning du match, c'est toi qui va au VIP, c'est toi qu'après, bah, tu vas faire le repas avec les gars et qu'au final, tu es la petite star locale. Et ouais, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Et sauf que, bah, le jour où ça s'arrête pour X raison, bah, en fait, tu tombes tellement de haut que bah, c'est dur de s'en remettre. Et en effet, quand il n'y a pas d'accompagnement autour, que la famille n'est pas toujours au fait de tout ça, que les clubs en fait n'en ont pas grand chose à faire, bah ouais, tu te retrouves là à 23 ans, 24 ans. T'as peut-être pas fait d'études en parallèle, t'es pas pro, et en fait, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, tu vois? ouais, Euh, et ça, c'est une vraie problématique. D'ailleurs, je crois que j'ai vu un club de foot récemment, je sais pas si c'est pas Crystal Palace. Bref, ils ont créé un centre d'accompagnement pour les jeunes du centre de formation qui ne sont pas pros en fait. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, ils accompagnent les joueurs qui ont fait tout leur cursus de formation, qui du coup se visualisaient professionnels et qui ne l'ont pas été. Et du coup, bah, je trouve ça bien cette idée, tu vois. On Je est suis à milieu d'accord. de faire ça en France, tu vois, mais en effet, il y a peut-être sur les 90% de joueurs de centre de formation qui ne sont pas pros, bah, je pense qu'il y aurait beaucoup de besoins sur quoi faire, comment le faire, et tu vois, il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Et ça part d'un sujet, on en reviendra tout à l'heure aussi par rapport à ce que tu as créé et cetera, mais Mhm. tu en as parlé, tu as dit, c'est important de se connaître et de savoir, de pas se mentir, de savoir qui on est. Et c'est Ouais. vrai qu'on est beaucoup les jeunes à pas savoir qui on est, d'un point de vue basket et de savoir quelles sont nos qualités et tout. Est-ce que tu penses que toi, à 16-17 ans déjà, tu étais conscient de tes qualités et de tes défauts? Ou pas forcément? Ben, honnêtement, c'est difficile de vraiment se dire, mais je pense que il y a peut-être ce côté un peu, pas tête brûlée, mais ce côté un peu, Sûr de soi? ouais, une forme d'assurance de se dire, bah, en fait, je pense que j'ai ce truc en plus, tu vois? Mais pas ce truc en plus dans le sens talent, c'est plutôt la capacité à, bien sûr qu'il y avait du talent, je pense, mais il y a aussi la capacité à faire plus que tout le monde sans que ça me coûte, en fait, tu vois? Sans que ça me coûte jamais, en fait. Ça me coûtait vraiment jamais. C'est-à-dire que plus je restais à la salle, mieux j'allais presque, et tu vois? Et ce qui fait qu'au final, beh, quand d'autres, tu sais, c'est souvent la phrase que tout le monde dit, et du coup, j'aime pas la dire, mais au final, quand tous les autres, pouvaient chiller ailleurs ou faire ce qu'ils voulaient. Moi, en fait, ça me coûtait pas, je te dis, d'aller des fois au terrain quand j'avais pas entraînement. Je me rappelle, j'ai passé des lundis soirs, j'étais à Limoges, j'avais 15 ans. Au mois de novembre, presque il neigeait. Bah, j'allais dehors sur un terrain parce que j'avais pas entraînement le lundi soir à 18 h après les cours. Et tu vois, ça n'avait pas de sens dans l'absolu. Mais en fait, ça me coûtait pas. Et c'était un peu la poursuite du rêve de se dire, bah, je vais essayer de tout faire pour y arriver, tu vois. Et au final, je pense que ça, je l'avais en plus. Ça, c'est sûr que je l'ai toujours eu en plus. Ouais, puis il faut croire. Il faut être un peu fou pour, Oui, y aller, mais il je faut pense croire qu'il en faut être un peu soi. fou. Ouais, ouais, C'est c'est ça. il faut être passionné aussi parce que ce dont tu parles, de rester à l'entraînement, de tirer, ça c'est lié à la passion aussi, inhérente. Ouais, Parce que tu as pas fait que ça. Tu le disais tout à l'heure, tu as fait tes études, tu as ouais. fait des trucs toujours en parallèle, tout en gardant cette passion et cette énergie parce que tu étais équilibré aussi avec d'autres trucs, j'imagine? C'est ça, ouais, ouais, tout à fait. Après, le reste est venu un petit peu après, tu vois, tout ce qui est Ouais, construction de projets au parallèle, mais c'est sûr que, ouais, la passion, au tout début, je pense qu'elle était, souvent, tout le monde dit beaucoup de joueurs disent qu'ils sont passionnés, mais je vois de plus en plus de joueurs, des jeunes joueurs qui sont très talentueux, ils sont pas passionnés comme j'ai pu l'être ou comme j'ai connu des gens qui l'étaient. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, sur la tête de mes enfants, que je rentrais chez moi à JS à Bordeaux, j'avais entraînement, je regardais que des trucs de basket, c'était incroyable, c'était des trucs, mais je me dis, mais en fait, j'étais complètement taré presque, tu vois. Mais tu vois, en fait, ça me coûtait pas du tout. J'ai oui, je regardé, comprends tout à fait. il y avait j'avais acheté à l'époque, c'était encore plus ou moins les DVD, et c'était compliqué d'avoir des DVD qui venaient des États-Unis. Ouais. J'avais récupéré la compile. euh,
qui retraçait, en fait, c'était des vidéos d'une heure qui retraçaient tous les titres des Chicago Bulls, donc 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98. Et le dernier qui s'appelle Unforgettable Bulls, le 98, je pense que celui-là, sur l'année, j'ai dû le regarder peut-être 4 fois par semaine. Tu vois, non, mais c'était débile, hein, Je mais c'était comprends fou, tout quoi. à fait parce que j'ai fait pareil. Tu J'ai vois. fait pareil. Et au final, bah, ouais, c'était une passion, la passion, enfin un truc de fou, quoi, mais sans jamais que ça coûte, quoi. Et j'ai l'impression que, après, ça fait vieux con de dire ça, mais j'ai l'impression que ça se perd un peu, tu vois. Je vois pas des jeunes passionnés comme j'ai pu l'être, ou comme même des gens que je connaissais très bien ont pu l'être, tu vois. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Ouais, Effectivement. après, je te dis, ça fait vieux con de dire ça, mais Non, non, mais je sais pas à quoi c'est dû exactement, mais c'est pas la première fois que je l'entends. Et tu vois, sur des coachs de jeunes, Mhm. souvent ils le disent, des coachs U18, des Ouais. coachs U15, que aujourd'hui c'est comme ça. Alors est-ce que c'est parce que ils sont plus attirés par la NBA, enfin, il y a plus d'accès à l'information, du coup, je sais pas exactement à quoi c'est dû, mais t'es pas le premier à le dire, donc bon, Ouais, c'est oui. peut-être pas si vieux con que ça. Ouais, après, je pense qu'il y a tellement d'influence des réseaux sociaux, des choses comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, presque, on vit plus la vie comme elle est vraiment, tu vois. C'est peut-être un peu trop dans le paraître tout le temps, qui fait que, en fait, on n'aime plus vraiment les choses, tu vois. On aime l'idée d'aimer les choses. Je sais pas si je comprends ce que tu veux dire, mais tu vois. J'ai Et on tout aime, à fait compris. et on n'aime plus vraiment les choses telles qu'elles sont, tu vois. Et que moi, regarder 50 fois de suite le match Game 6 des Bulls contre Utah en 98, bah, je kiffais juste, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, bah, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent ça, tu vois. Et sur la Et partie, mais bah, as raison parce que c'est lié. Le fait de regarder la même chose, on dit tout souvent aujourd'hui, on est dans la culture de il faut vite que ça passe vite et ouais, vite qu'on c'est passe à vrai. plus d'informations. Alors que ça, tu vois, le fait de regarder la même vidéo, et moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens, des passionnés qui me parlent de ça, qui disent que petit, moi je regardais, mais pas juste pour regarder. Je Ouais, regardais pour analyser, pour c'est comprendre clair. pourquoi ils faisaient comme ça, etc. Et la passion, elle se nourrit d'elle-même aussi, je Mhm, pense. Tu vois, c'est c'est le clair. fait aussi d'avoir regardé autant, c'est des mondes de culture. Quand tu commences à ouvrir des portes, derrière, t'en as plein et t'as envie de tout ouvrir et d'aller tout regarder. Pourquoi, comment ils font ça C'est clair. Ouais, ouais, et comme tu dis, aujourd'hui, le monde est instantané. L'instantanéité, c'est, bah, en plus, bah, les grandes organisations sportives jouent là-dessus, qui fait qu'aujourd'hui, tu peux regarder un match NBA condensé de 15 minutes, voire de 9 minutes, voire de 6 minutes. Tu peux voir que des highlights. Et en fait, bah, je te dis, les gens, ils regardent de moins en moins des matchs en entier. Et au final, à notre époque, en fait, encore une fois, on pouvait pas faire autrement, tu vois. En fait, tu regardais le match parce que tu voulais avoir le match, et t'avais pas une version highlights condensée sur YouTube le lendemain, même pas une heure après. Voilà. Et donc, en fait, tu regardais le match 6 des Bulls parce que tu kiffais juste regarder le match 6 des Bulls et voir tout ce qu'il y avait autour, et c'était fou, quoi, tu vois. Donc, ouais, ouais, c'est en effet, on prenait peut-être plus le temps aussi, tu vois, tout simplement, en fait. Ouais, ouais. Et ce que tu dis, c'est moi, ça me rend fou les highlights de 3 minutes, de 6 minutes. Ouais, Tu vois les actions, même quand on est sur des fins de match serrés, tu comprends pas ce qui s'est passé, je trouve. ouais, c'est Tu vois, vrai. tactiquement et tout, tu vois des trucs, tu dis, mais attends, attends, là, ils ont marqué 3 points, il y a eu des lancers, ils ont fait faute, ça. Tu vois, et bon, ça me frustre, c'est personnel. Ouais, je peux comprendre. Après, ouais, la NBA aussi a un rôle important là-dedans parce que ben, j'ai pris le League Pass NBA cette année par Ouais, curiosité. C'est difficile, hein, de regarder de la NBA, et c'est pas pour encore une fois faire le vieux con, mais ouais, des fois c'est des parodies de basket, tu vois, et c'est d'une ouais, tristesse à mourir, quoi, parce que tu dis qu'en fait c'est ça, le basket est représenté par ça aujourd'hui. Les jeunes aiment ça, donc les jeunes vont s'identifier à ça. Donc les jeunes aujourd'hui comprennent le basket comme ça, et ben en fait tu te dis waouh, ça va aller où jusqu'où, tu vois, parce que des phases où tu as je sais pas, peut-être 15 actions de suite où c'est que de la transition, un tir, transition, un tir, transition, un tir. Tu te dis, mais waouh, mais attends, mais les gars, on va où, tu vois, presque. Et bon, encore une fois, moi, j'ai tendance à me dire que j'aime bien le basket où il y a un peu de construction, il y a des idées, il y a du jeu de passe, il y a des trucs comme ça, tu vois. ouais. Ouais, et je regarde des fois des matchs NBA, bah, j'arrête au bout de 5 minutes, en fait, parce que, bah, en effet, tu vois juste des allers-retours, transition, tir, transition, tir, transition, tir. Tu vois, c'est lassant, hein, c'est lassant. Je suis d'accord. Voilà. C'est mon avis sur la question, mais le basket, ouais, des fois, il pique les yeux, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais si on revient à toi du coup, parce Oui, qu'après moi pardon. sinon non, Ouais, non, non, ouais. non, ah non, 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 au contraire, c'est le but. Mais parce que ce que tu dis dans l'analyse, Mm, et dans l'instantanéité et le fait de prendre des choses, c'est lié aussi à tes choix. Parce qu'il y a des joueurs qui font ça aussi parce qu'ils ont envie de réussir maintenant, tu vois, mhm, aussi. mhm. C'est, voilà, j'ai besoin d'un club parce que je veux jouer maintenant. Il y a eu le cas même à Lasvel Ouais. cette année, tu vois. Tu dis, mais sur des jeunes qui jouent pas,
mais profites-en, va jouer ailleurs, tu vois, Ouais, c'est clair, va faire d'autres choses, quoi. c'est clair. Et, et toi, tu as pris cette décision-là, et puis ensuite, bah, tu t'es pas. Donc, tu as fait une saison N1, puis après, tu es resté en Pro B, tu es allé au Portel, où tu as trouvé un club avec une structure, avec un truc qui te convenait, et tu es toujours tombé dans des clubs avec des structures, avec un coach qui te voulait sur le long terme. Euh, c'est c'est pas que du hasard, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Après, en effet, quand je signe à Bordeaux, je pense pas du tout à la proie, en fait, presque, tu vois. Ouais, Je c'est suis la juste dans passion le, qui dit j'ai envie de jouer ouais, maintenant ouais, dans un club. je suis juste dans le process de me dire, bah, j'ai envie de faire ma dernière année cadet à bon niveau, ok, bah, je vais faire ça. Et puis après, il y a la N1 qui se présente, bah oui, c'est cool, tu sors de cadet, tu vas jouer à N1, une équipe solide de N1, bah c'est bien, tu vois. Et puis tu fais une bonne saison, une très bonne saison même en N1, tu as un club de Pro B qui t'appelle sur un contrat de 2 ans, où tu te dis que tu vas pouvoir grandir là-bas tranquillement, sans trop de pression, même si au début tu te prends un mur parce qu'en fait, ben, C'est un c'est niveau dessus. c'est un niveau au-dessus et t'étais pas forcément prêt à ce moment-là en fait. En tout cas, le contexte est tellement différent que en fait, toi, tu prends un mur et ça te fait du bien au final, hein. C'est 6 mois où tu es la tête dans le sac tout le temps, mais à la fin, ben, quand tu sors de là, tu as grandi de 5 ans, tu vois. Mais Ouais. ouais, en effet, il y a. Et puis pour le coup, il y a une vraie progression linéaire. Même si tu regardes mes stats, je crois que mon temps de jeu, il évolue. C'est crescendo, les points éval, Le je crois que pourcentage aussi. ouais, tout évolue de Crescendo. façon crescendo sur mes 4 premières années en Pro B, c'est assez incroyable d'ailleurs, qui fait qu'en fait c'est comme une suite logique en fait, qui fait que derrière, ben, ça m'amène vers Fausse. Mais ouais, et finalement, ça donne l'impression que, en tout cas sur cette première partie de carrière, à part Bordeaux, qui est vraiment le choix difficile qu'il a fallu faire, où là il a fallu porter les choses, tout le reste après, le porter le Fausse dans la foulée, c'était naturel. Il n'y a même pas eu de choix à faire. En fait, c'est venu tout seul et c'était logique dans la construction de ma carrière, tu vois. Ouais. Et ce qui est fort aussi chez toi, c'est que tu as eu une grosse blessure au Mhm. genou, Mhm. et où ils t'ont gardé, Ouais, et ils t'ont signé sur un énorme contrat après. c'est ça. C'était 4 ans, non? C'est ça? Ouais, Ouais. si tu veux, je me fais un croisé, ma deuxième année à Fos. Donc j'avais fait une première année à Fos super quali, on va en demi-finale contre Limoges, je fais une vraie saison. Première année en meneur titulaire, donc un petit challenge, un petit défi qui me pose et ça se passe bien. Donc deuxième année, ça devait être un peu la confirmation et moi dans ma tête, c'était un peu ma porte d'entrée pour la Pro A, tu vois. Je faisais encore une bonne saison en Pro B à 24-25 ans. Ouais, derrière, c'était Pro A garanti quasiment, tu vois. Ouais. Euh, Mois de décembre, je compte les JS à Bordeaux, rupture du ligament croisé. La salle où tu avais Ouais, joué. c'est ça, ouais, ouais, rupture du croisé. Et donc, au final, chance que ça arrive à ce moment-là parce que du coup, ça m'a gâché qu'une seule saison. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, tu sais, des fois, quand ça arrive à un peu plus, genre au mois de mars ou au mois de février, Tu mais du rates la coup, prépa de l'année ouais, d'après. tu perds une demi-saison et tu perds du coup la saison d'après et du coup, tu es vraiment le cul entre deux chaises parce que voilà, là, l'avantage, c'est que te blesser en décembre, tu te fais opérer en janvier, tu sais qu'en juillet, août, tu es prêt, tu vois. À la reprise de la saison d'après, tu es prêt. Et bon, là, comme tu dis, j'ai eu la chance qu'il y ait un autre club qui me veuille, en fait, je pense, à ce moment-là. C'est-à-dire que à ce moment-là, c'est le club du Portel qui me propose un contrat pendant ma blessure, en me disant, bah, ok, bah, reviens chez nous, on te signe. Et bah, après, c'est un business, hein, ça a servi de levier aussi, je pense, avec mon agent par rapport au club de Fos, qui je pense voulait me garder. Mais tu sais, tu peux toujours faire jouer la concurrence en te disant, t'es blessé, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ok, donc bah, moi, en gros, je leur ai dit, bah, j'ai une offre au Portel, je m'en vais, tu vois. Et de là, tout de suite, ils ont, tu vois, le jeu du business, quelques heures après, ils rappellent l'agent. Bon, mais finalement, on va signer Edouard, mais on le signe 4 ans. Waouh, tu vois. C'était déjà Guillaume, ton agent à ce Ouais, moment-là? c'était Guillaume, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et donc, je te dis, j'allais signer au Portel, hein. Moi, je revenais au Portel, j'avais un contrat de 2 ans au Portel, blessé, je prends, tu vois. Et là, tu vois 4 ans au même endroit, avec un Ouais. coach où ça s'est bien passé. Ah, c'est dur de dire non. 4 ans, voilà, le club qui, bah, du coup, ouais, les contrats de 4 ans, c'est fou dans le basket, tu vois. Il y a pas beaucoup d'autres, et surtout quand tu es en rééduc de croisé, tu vois. Donc, ouais, je signe. Alors, c'était pas 4 ans ferme, c'était 2 plus 2, exactement. C'est Mais déjà bon, pas mal. oui. Et en plus, le plus 2 c'était activable que de mon côté. C'est-à-dire que moi, si je voulais rester 4 ans, je pouvais rester 4 ans. Ouais. Donc, je savais que j'avais 2 ans garantie et qui pouvaient me permettre de me remettre le pied à l'étrier et potentiellement me réouvrir les portes de la proie. Mais que si jamais, pour X raison, ça se passait pas très bien, j'avais quand même 4 ans garantie, ce qui est quand même une folie. Donc, ouais, ouais, c'était à ce moment-là, c'était incroyable qu'ils me proposent ça. Ouais. Dans ta gestion parce qu'on en parle souvent du processus de la blessure, mais tant que tu l'as pas vécu, je pense que c'est difficile de te mettre dans les chaussures et de comprendre Mhm. ce que ça implique. J'imagine que t'as pas eu cette vision-là à ce moment-là de te dire ah, on est en décembre, tant mieux que je me sois fait les croiser maintenant. Comment tu Euh, l'as vécu? non, c'est clair. Alors, la blessure.
En fait, ça a été hyper dur le jour J, hyper Ouais. dur le lendemain, parce qu'il y a une période un peu bâtarde où en fait, tu te fais la blessure dans ton match, tu sais pas exactement ce que tu as. Tu as un kiné qui te dit sans trop te dire, mais qui te laisse miroiter le fait que tant que tu pas fait l'IRM, on sait pas. Donc tu as cette nuit où en fait, tu sens bien que c'est au fond de toi, je pense que tu sais, mais tu veux pas te l'avouer. Et puis le lendemain, tu passes l'IRM, et puis là, on te dit, bah ouais, votre genou, monsieur Choquet, il y a un problème, quoi. Et du coup, c'est dur. Après, encore une fois, si je dois te parler très personnellement de comment je l'ai vécu, franchement, à partir du moment où j'ai accepté le fait que j'étais blessé, donc ça m'a pris une journée, on va dire. Là, j'ai joué un vendredi soir, j'ai fait l'IRM le samedi. Bah, à partir du dimanche, j'étais déjà en train de me dire, en fait, j'étais Comment je dans le remets? un nouveau processus, tu vois. Et en fait, ça va te paraître très fou ce que je vais te dire, mais tout le reste du temps, eh ben, j'ai trouvé ça super kiffant d'être blessé. Parce qu'en fait, tu te crées T'as un pris du nouveau, temps pour faire d'autres choses? ouais. Non, même pas, tu te crées un nouveau Ouais. combat en fait, où en fait tu as, ce challenge qui te dit, ok, faut que dans 7 mois, je sois de nouveau un super joueur, ou dans 6 mois, il faut que je sois de nouveau un super joueur. Et donc là, tu commences à te renseigner sur ta blessure, c'est quoi un ligament croisé, comment ça marche, etc. Ok, j'ai eu de la chance d'avoir un chirurgien incroyable sur Marseille qui est le Pont à l'époque, malheureusement depuis est décédé, euh, qui m'a super bien opéré, je pense. Maintenant, en tout cas, je peux le dire. Et après, il y a tout le combat. Ok, tu vas partir en centre des réducs juste après l'opération. Après, à 4 mois, tu vas pouvoir courir. Tu vois, j'avais déjà tout le process en tête, tu vois. À 6 mois, tu seras à Cap-Breton, final à truc. Et peut-être qu'à. Bah, en fait, c'était en fait, quand même un tout nouveau challenge à l'intérieur de ma carrière. Alors oui, bien sûr que sur l'aspect basket, j'étais dégoûté, mais en fait, bah, tu repars dans un petit combat, et le combat au quotidien, c'est juste de renforcer ta cuisse, renforcer tes ischios, améliorer ta mobilité, faire des choses que tu n'avais pas faites avant, parce que bah, en fait, si tu les avais faites, tu ne serais pas blessé, et avoir des ischios costauds, un quadri costaud, être plus mobile, avoir travaillé tes mollets, refaire des écoles de course, tu vois, plein de choses comme ça. En fait, tu reprends tout du départ presque. Et ben, honnêtement, une fois que j'ai eu passé le moment un peu de deuil de la saison, ça a été un kiff du début à la fin. C'est très OK. bizarre d'ailleurs. Non, non, mais je trouve ça super et Ouais. donc tu as appris beaucoup sur toi d'un point de vue Ouais. physique, Mhm. sur comment ton corps fonctionnait et cetera, sur des choses qu'on nous enseigne pas vraiment d'ailleurs et qu'on devrait, hein. C'est clair. Sur, avant de faire un genou, pourquoi on renforce un ischio, pourquoi C'est clair. on se fait les croisés. Mhm. Hem, est-ce que ça t'a appris sur toi mentalement ou le petit qui se disait: «Je vais aller m'entraîner le lundi, dans la neige», s'il a pris le problème de la même façon et ça a Ouais. rien changé? Ouais. Similaire, c'est-à-dire que là, je En pouvais mode faire. militaire, pam, Ouais, pam, pam. exactement. Je pouvais faire du complexe 3 fois par jour, glacer mon genou 2 fois par jour parce qu'on m'avait dit de le faire. Tu vois, c'était militaire, quoi. Ouais. Après, en effet, là où je te rejoins, c'est hyper intéressant sur comment tu apprends sur ton corps, en fait. Parce que du coup, et d'ailleurs, si des gens écoutent ce podcast, des joueurs de basket qui se blessent, etc., eh ben, ça devrait être quelque chose qu'on fait tous, tu vois. Se renseigner un peu sur les types de blessures, pourquoi elles arrivent, tu vois, essayer de nous-mêmes en fait s'autonomiser et se responsabiliser sur connaître notre corps en fait, parce que bien sûr qu'on a des kinés qui sont plus ou moins bons, bien sûr qu'on peut voir des ostéos, bien sûr que tu vois, et c'est important de bien s'entourer. Mais aujourd'hui, Internet c'est une ressource incroyable pour avoir plein d'infos sur plein de sujets. Bah, moi j'ai passé, franchement, les premières semaines, je passais des heures et des heures à regarder des trucs sur le croisé, quoi. Et ça me servait pas à grand chose au final, mais c'était juste s'intéresser à ce que c'était, comment ça venait, pourquoi, etc. Et au final, après, bah, tu vois, tu comprends plein de nouvelles choses. Et aussi, ça permet d'installer des nouvelles routines après pour bah, ne pas replonger dans la blessure, tu vois. Donc, sur l'aspect connaissance de soi et connaissance de son corps, se blesser, c'est une bonne claque pour justement se rendre compte que on doit apprendre à mieux se connaître tout le temps, quoi. Quel type de routine t'as ajouté? Des routines, musculaires, d'étirement, de Ouais. renforcement ou avant les matchs, il y a en Bah, en plus? fait, il y a un peu de tout. Bah, tout ce que je faisais avant, type, tu arrives à l'entraînement, bah, tu t'entraînes, tu vois? Allez, c'est parti. Bah, en fait, aussi, il y a l'aspect H, peut-être qui fait qu'au fur et à mesure, tu le fais moins. Mais il y a tu vois, tout le déverrouillage articulaire, un petit peu on peut dire du renforcement au réveil musculaire sur les ischios, les quadris, les mollets, tu vois. Tout ça, bah, en fait, je me l'impose maintenant tous les jours, tu vois. Et c'est même pas c'est devenu Naturel. naturel, parce qu'au final, même si je le fais pas, je sais que je vais mettre au moins une demi-heure à réussir à m'entraîner, tellement, tu vois, physiquement c'est dur aussi. Et après, il y a toutes les routines d'avant-match, où là j'ai travaillé avec un autre kiné il y a 2 ans maintenant, qui m'a donné plein de routines à faire sur notamment je crois que c'est le moyen fessier.
enfin, des parties du corps là sur les fessiers qui sont hyper importantes sur le genou, tu vois, que j'active avant les matchs dans des exercices un peu bizarres où je pousse avec mon genou sur un mur, des choses comme ça, un peu de gainage, des choses simples, hein, mais qui font Ouais. que j'ai des toutes nouvelles routines parce que ben ouais, tu apprends à connaître ton corps et tu sais que ça te fait du bien et qu'au final, bah, presque après, si tu le fais pas, tu sens que tu as un manque, quoi. Et avoir les mêmes routines pendant 10 ans, 15 ans de carrière, Ouais. est-ce que c'est pas usant aussi? Est-ce que c'est Alors pas aussi besoin de elles ont chercher d'autres évolué. routines? Ouais, Ouais, voilà, elles ont c'est ça. évolué mes routines. Ouais, ouais. C'est pour ça que je te dis, j'ai travaillé avec un autre kiné après, parce qu'en fait, ouais, tu te crées une routine avec un truc qui te plaît à un instant, mais bon, tu peux pas faire ça 15 ans, tu vois. Non, Donc c'est à un pas moment possible. donné, et c'est aussi, je pense, hyper intéressant d'avoir d'autres sons de cloche, de rencontrer d'autres personnes qui sont des spécialistes du domaine, qui vont peut-être te donner des nouveaux tips sur quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire, qui fait qu'à la fin, bah, tu te crées une nouvelle routine. Et donc mes routines, elles ont toujours été là, mais elles ont toujours évolué aussi. Non, mais c'est comme ça, je pense que tu les tiens le plus, hein, parce que Ah si oui, tu copies déjà si tu les copies sans comprendre pourquoi tu les fais déjà, je pense oui, que ça marche c'est pas, clair. Mhm. de base. Et en plus, si tu les réalises en les adaptant, c'est la même chose que les échauffements à l'entraînement. Si tu fais tout le temps les mêmes échauffements tous Ah les bah jours à oui, l'entraînement, au bout d'un moment, tu fais plus, quoi. Donc, exactement. faut essayer de rajouter un peu des trucs, stimuler un peu ton cerveau. Ouais, c'est Et clair. c'est pas facile, hein, de tout seul, de trouver des exercices, surtout quand tu travailles avec des kinés sous le même kiné. Voilà, Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. c'est Après, dur. tu, bah, dans ton parcours, tu prends aussi toujours un peu le mieux de ce que tu vois, je pense. Ouais, bien sûr. Et tu vois, tu vas t'inspirer d'autres joueurs, tu vas t'inspirer d'un prépa physique qui va te plaire, tu vas t'inspirer d'un kiné que tu vas rencontrer qui te plaît. Bon, au final, ouais. Mais par contre, comme tu dis, c'est important de mettre un peu de nouveauté fréquemment pour pas être, bah, tout simplement, c'est comme si tu vas pas manger le même plat de pâtes toute ta vie, tu vois. Bah, c'est un peu la même chose, tu vois. Des fois, tu vas prendre du riz, des fois, tu vas prendre des haricots verts. Bah, là, c'est un peu le même principe, quoi, tu vois. La variété, c'est Voilà, important. exactement. Exactement. La Exactement. la variété, c'est Ouais. important. Et donc dans tout ce parcours, au fur et à mesure, tu arrives à Lasvel, Mhm. où, d'ailleurs, Guillaume, donc on en a parlé tout à l'heure, brièvement, mais qui est ton agent et qu'on a eu en podcast. Je vous invite à aller Ouais. regarder si ça vous intéresse, mais bon, vos visions sont à peu près similaires, hein, donc si ça vous plaît ce que raconte Édouard, ça vous plaira aussi ce que raconte Guillaume. Il y a des chances, ouais. Et il disait dans le podcast que, bah, il avait versé sa larmichette en te voyant gagner le titre avec l'Asvel, parce que par ton parcours, parce que tout ce que comment tu l'as vécu, comment tu l'as abordé, ça correspond à lui, sa vision de ce que ça devrait être un sportif de haut niveau, Mhm. qui prend soin de soi, qui réfléchit à ce qu'il fait après, etc. Et puis surtout que bon, voilà, t'étais pas t'étais un peu le joueur avec l'étiquette. Bon, lui, il jouera jamais en pro A, Ouais, ouais, et c'est puis clair. gagner le titre, Ouais, ouais, j'imagine que ben, c'est l'accomplissement un peu. c'est clair. Bah, c'est un peu l'aboutissement du processus post-blessure à fausse, en fait. Ouais, Où, ben, tu vois, je te disais tout à l'heure, je me blesse, rééducation. Derrière, tu reprends sur la nouvelle saison, donc dans le bon timing qui fait que tu as la saison complète. Au début, c'est compliqué parce que mentalement, tu as certains blocages, etc. Puis après, bah, au final, tu fais une saison relativement correcte. En plus, c'était une année où ils avaient inventé donc la Leaders Cup à l'époque, mais qui était inclus dans le championnat. On avait fait 44 matchs, je crois, c'était un truc. je me Et rappelle. donc, post-blessure où tu fais une saison à 44 matchs, tu loupes pas un match, donc tu dis que ça va, tu vois. Ouais, Et donc, la saison d'après, bah, reprobé. Donc, c'était ma deuxième année de mon nouveau contrat de 4 ans. Et là, je fais une saison de vraie grosse saison. Je crois que je finis à 14 ou 15 déval en Pro B. Beaucoup, beaucoup de matchs où en plus je suis clutch, je mets des shoots au buzzer, enfin vraiment une vraie bonne saison, tu vois. ouais, Et bah, c'est ça qui m'ouvre les portes de l'Asvel. Euh, par le travail de Guillaume, par les bonnes relations que je pouvais avoir avec Gaëtan Muller, parce que j'avais joué avec lui, avec Nordine Grib aussi, qui je pense ont bien vendu mon dossier auprès de Tipeee et compagnie, qui a fait que bah, à un moment donné ils ont été réceptifs à cette idée, et du coup bah, l'Asvel me signe. Donc bah ouais, un jeune de Limoges qui signe à l'Asvel à 27 ans, voilà, c'était un vrai kiff quoi. Parce que bah, quand l'Asvel t'appelle, tu réfléchis pas en fait, tu vois. ouais, Tu y vas, et ça a été un peu loin à se décider, mais quand ça s'est fait, bah, tu vois, c'était vraiment, tu vois, un soulagement de se dire ça y est, quoi, tu vois. Parce que bah, au final, je pense qu'il n'y a jamais de moment où tu te dis j'ai réussi, mais il y a quand même des étapes importantes dans une vie, tu vois. ouais. Et ça, c'en était une. Et avec le cheminement en plus qui va avec, qui fait que bah, tu arrives dans un très grand club, avec des très grands joueurs. Au début, c'est un peu la lessiveuse, tu vois, parce que bah, tu viens de ton petit club de Pro B et tu arrives dans une grosse entité où tu joues une Coupe d'Europe. T'es staffé, t'es super bien suivi, bah ouais, t'es dans une grande ville,
T'as Tipeee qui est jamais trop loin. C'est une autre vie, quoi. C'est une totale autre vie. Et bah, au final, on arrive, on se qualifie en playoff. On fait pas une vraie grosse saison, mais on se qualifie en playoff. Je crois que c'est cinquième à l'époque. Ou Ouais. quatrième, enfin voilà, parce que je crois Au on joue. milieu, au milieu, Ouais. ouais. Et encore, ça se joue sur la dernière journée. On bat Gravelines, je crois, pour gagner 2-3 places. Mais voilà, c'était pas une saison régulière topissime. En Coupe d'Europe, on se fait éliminer en huitième. Voilà, il y avait rien qui présageait qu'on pouvait être champion. Et bah, au final, une fois que les playoffs ont été lancés, ça a fait clic, quoi. Et on bat Chalon au premier tour. On fait une grosse série contre Monaco. Et il y a cette finale contre Strasbourg où en fait, bah, le- l'histoire elle est trop belle, tu vois. Tu t'es mené 0-2, tu t'es fait défoncer 2 fois à Strasbourg, t'arrives chez toi, t'apprends un peu que les Ils mecs, ont fait un peu les mecs un ouais, petit peu. voilà, ils ont préparé les fiestas à Lyon, ils ont déjà préparé la soirée à Lyon pour fêter le titre. Bon, match 3, on les déglingue. Match 4, c'est un peu le match charnière. Ben, en fait, on gagne sur un match hyper défensif, on gagne de très peu. Et honnêtement, et je l'ai dit à tout le monde qui m'a posé la question, on savait tous avant le match 5 qu'on allait gagner en fait. Ouais, Sincèrement, on le savait. l'énergie dans le Ouais, groupe qui fait que. ça Ouais. avait complètement changé de. Et eux qui se voyaient champions, ben en fait, ça avait tout été renversé. Ils se retrouvaient à jouer chez eux le match 5 avec toute la pression que ça engendre. Avec en plus, je pense, les Ils petits ont déjà arriérés. perdu. Ouais, voilà, les petits Nanana. arriérés de Vincent Collet, comme on dit avec Strasbourg, qui avait perdu déjà des finales, etc., qui fait que même s'ils disent que ça les touche pas, et c'est toujours au-dessus de leur tête, et ça rajoute une forme de pression. T'arrives, on fait un super début de match, on est vite à plus 20, on a failli perdre et on gagne, ouais. Donc pour revenir à ce que tu me disais au début, ouais, en effet, je pense que Guillaume, je me rappelle, il était dans les tribunes, il y avait, bah, tu vois, je pense que pour lui, c'était aussi l'aboutissement de voir ce parcours-là, bah, couronné de succès avec titre de champion de France, etc. Bah, parce qu'en plus, j'avais une histoire familiale, j'avais perdu mon papa l'été d'avant. Enfin, tu vois, c'était tout un contexte, je pense, qui faisait que bah, arriver jusqu'au titre, c'était vraiment une histoire sympa, ouais. C'était bah, l'aboutissement d'une carrière, en fait, tu vois. T'es champion avec l'Asvel, tu soulèves le trophée au Rhenus, c'est quelque chose, quoi, tu vois. Ouais, bah, surtout avec le groupe que vous avez, tu as Ouais. parlé des gens avec qui tu jouais. Mhm. Voilà, il y a les joueurs qui sont de classe Ouais. incroyable, Ah et puis bah le oui, groupe. tu te retrouves à jouer avec David Andersen, David Lighty, Charles Cahudy, Trent Mitcham. Tu récupères Casper Ware en fin de saison. Il y avait Nico Lang. Ouais, on avait, quand il pense, enfin, un mec comme Andersen, tu viens de Pro B, il y a 6 mois, tu jouais contre. Et vraiment, il n'y a pas d'offense envers eux parce que j'adore la Pro B. Et tu joues contre Saint-Chamond, contre Orchi, et tu te retrouves à être à l'entraînement avec David Andersen. Ben, tu te dis, c'est fou, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, ouais, rien que pour ça, c'était une année faute de folie, quoi. Tu sens qu'il y a un truc qui a changé en toi ou dans le regard des autres, dans la façon dont ils te percevaient, le fait que tu as fait ça, ou Bah, pas vraiment? je- c'est difficile en fait d'avoir ce recul sur soi-même, je pense, tu vois. Mais La ouais, façon dont les gens, toi, ouais, te percevaient, au moins. ouais, je pense que, bah, tu vois, c'est un peu ce que tu as dit en intro, c'est que je pense que j'avais l'étiquette du bon petit joueur de Pro B, sympa, ok, c'est Edouard Choquet, ouais, c'est un joueur de Pro B, il est bon. Ah, bah en fait, ouais, il a signé en Pro A, à Lasvel. Il a eu un temps de jeu, c'était pas voilà, et c'était pas non plus folie, mais je crois que je T'as fais 15 minutes. joué. Je T'as crois que joué 15 ouais, minutes. je fais 15 minutes de moyenne, voilà. Bah, au final, ouais, je pense que l'étiquette sur mon front a changé parce que bah, j'ai été au bon endroit, au bon moment, dans le bon club, la bonne équipe, qui a fait que, ouais, je pense que le regard a changé. Après, tu vois, après coup, je me dis que j'en ai peut-être même pas assez profité, tu vois, de tout ça. Ah En ouais? fait, ça allait tellement vite. En fait, une saison, c'est hyper court. Et puis, quand tu joues la Coupe d'Europe, en fait, tu enchaînes les matchs. Et en fait, tu te rends même pas compte que. Et j'en ai pas assez profité. Et tu vois, après, tout va très vite. Hein. C'est comme Ouais, ça, c'est c'est la vrai. vie, tu vois. Mais après coup, je me dis que c'est dommage parce que j'ai pas assez profité, tu vois. De quoi t'aurais aimé profiter plus? Bah, je sais pas, il y a plein de choses, en fait, tu vois, tout en fait, discuter peut-être plus avec les gens, apprendre à plus connaître les gens même si j'étais bien avec tout le monde, tu vois, ça se passait très bien. Et même l'année d'après où je reviens avec Chalon-Reims, j'avais joué 10 mois à Lasvel, et les supporters m'avaient fait une banderole, bienvenue chez toi Edouard, enfin tu vois, c'était cool. Ouais. Tu vois, je pense que j'avais une bonne réputation à Lasvel, tu vois. Mais je sais pas, il y a plein de trucs où tu te dis en fait, j'aurais dû parfois souffler et prendre le temps. Ouvrir les yeux et se Ouais, dire: «Tiens, je exactement. m'entraîne avec David Andersen», Exactement. Juste prendre le temps de kiffer des fois où en fait, bah, tu prends même pas le temps de kiffer, quoi, tu vois. Et ouais. bah, après, bon. C'est toujours plus facile à dire après, c'est le genre de truc que tu Ah te bah dis oui, après, dans le moment, exactement.
C'est Exactement. difficile de prendre le recul. Tu l'as dit toi-même, tu disais c'est difficile d'avoir la Ouais, perception par rapport à soi. c'est clair. Quand tu es dans le moment, c'est difficile de dire Encore ah, pire. profite. Ça veut dire Ça, quoi, profite en c'est clair. plus? Et encore, je suis content parce que le fait que ce soit l'RTP, ils ont fait le documentaire Asvel Didit là, à la fin. Ouais, Et ça, du coup, ça restera une trace visuelle que j'aurai toujours ou qui me gardera ça en vie, tu vois. Et ça, c'est cool. Au-delà des souvenirs, c'est toujours bien d'avoir un repère vidéo avec des moments forts que t'as vécu, tu vois. Et donc ça, c'est kiffant d'avoir ça encore. ouais, les images inside, Ouais, ça te exactement. renvoie Ouais. dans le. Bah ouais. Il y a le speech de. Et tu vois, bah, exemple typique. Tu me demandes ce que j'aurais voulu, ce dont j'aurais voulu plus profiter. Eh ben, le speech de J.J. Jackson après le match 4, qui est dans Asvel Didit, j'invite tous les coachs et joueurs à regarder ce speech parce que sur le coup, quand il l'a fait pendant le match 4, après le match 4, ça m'a pas marqué plus que ça en fait, tu vois. Ouais, Et quand j'ai revu Asvel Didit, j'ai dit mais waouh, le speech qu'il avait fait, il était juste incroyable, tu vois. Il était ouais. juste incroyable. Et je l'ai re-regardé plein de fois et je me dis mais c'était incroyable le speech qu'il a fait, tu vois. Et sur le coup, je l'ai pas du tout vécu comme ça. C'est incroyable, tu vois. Et donc, tu vois, c'est un exemple très concret de ce que j'aurais peut-être. Parce qu'en fait, tu es tellement dans les trucs que tu prends plus le temps, en fait, tu vois, d'écouter et de vraiment vivre le moment. Bah là, pour le coup, c'était un bon exemple. Et ce que tu dis, ça me fait penser tu sais, à la scène de Tony à l'Euro 2013 là, Ouais. Mhm. où il leur dit nanana, et je pense que en fait, les gens ils se rendent pas compte parce qu'ils sont assis là, dans leur canapé, ils regardent ça. Quand tu es dans le match, quand tu es dans l'intensité, la frustration d'être derrière et tout, tu vois ça. Je suis d'accord avec toi, moi ça me touche après ce genre de truc, tu vois, Ouais. où je reviens après et je me dis, putain, ce moment-là, waouh! Ouais. Mais sur le coup, t'es dans un. Enfin, moi en tout cas, comment j'étais moi, je sais qu'on est tous différents, je suis dans des mondes parallèles, donc Ouais, c'est bah, je te difficile de dis, profiter. Je comprends. ce speech du match 4, là, c'était. Quand je l'ai revu après, et j'étais sur le cul tellement ce speech, il était fort, tu vois. Donc, Ouais. et sur le coup, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Ouais, il y a plein de moments, hein, Ouais, où c'est quand tu les revis après, tu t'y c'est remets, tu clair. te dis: «Putain, c'était bien quand même». Ouais, non, c'est clair, exactement ça. Ouais. Ouais. Puis tu as eu la chance de vivre des belles émotions, des montées, Mm. des victoires au buzzer, mais Oui. j'imagine que celle-là, elle est quand même haut dans le classement. Ouais, celle-là est haute et presque, ouais, je dirais il y a aussi peut-être la première montée avec Fauss, Ouais, parce que celle-là j'avais vraiment voulu incarner un renouveau dans ce club-là, à repartir en Pro B alors que tu étais en Pro A, et qu'en fait ben, ton projet il fonctionne exactement comme tu veux, tu vois, puisque tu te redescends, tu fais une vraie saison, tu gagnes en playoff, tu montes, tu vois. Et là j'étais en plus vraiment enfin pas l'appirant, mais en tout cas un élément majeur de l'équipe qui fait ouais. que tu portes encore plus le projet avec toi, tu vois. Donc les deux sont une saveur différente, mais c'est vrai que l'Asvel ça restera un truc toujours particulier. Si s'il y avait un truc de toute ta trajectoire et de toute ta carrière que t'aimes, c'est super chiant comme question, je suis désolé d'avance, Vas-y, vas-y. mais que tu vois, tu parlais de petits regrets que tu avais. Est-ce qu'il y a un truc en particulier dans ta trajectoire, je parle, hein, où tu t'es dit: «Putain, j'aurais dû faire autrement»? Ou aujourd'hui, là, quand tu regardes en arrière sur les 15 ans, tu te dis: «Bon, ma trajectoire, elle est parfaite, je toucherai à rien». Bah tu vois, je serais curieux de savoir ce que ça aurait donné si j'avais parce que j'avais 2 ans de contrat à Lasvel et je suis parti au bout d'un an parce que je me suis dit c'est mort, je vais plus jouer. Je pense que dans l'absolu c'était vrai, tu vois. Ouais, Mais l'expérience aujourd'hui que j'ai 7 ans plus tard me laisse dire que ben, en fait dans une saison il y a parfois des aléas tellement parfois improbables qui fait que même si au début t'as pas forcément un rôle, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'à un moment donné ben, tu prends ta place dans une équipe, tu vois. Eh ouais, ben, s'il y a un truc où je me pose la question, c'est même pas un regret, c'est plus je me pose la question, je me dis qu'est-ce qui se serait passé si j'avais honoré cette deuxième année de contrat avec l'Asvel en disant bah, je reste à l'Asvel, on verra bien ce qui va se passer, tu vois. ouais, Quoi qu'il arrive, j'étais sous contrat, je pense que j'aurais été dans le groupe. C'était vraiment une demande de ma part de partir qu'ils ont accepté parce que je pense que bah dans l'absolu, je pense qu'ils s'en foutaient, mais voilà, tu vois, c'était très cordial, tu vois. Non, mais ça c'était ouais, vraiment très très cool, tu vois. Mais je me dis, qu'est-ce que ça aurait fait si j'avais dit non, je reste et qu'est-ce qui se passe, tu vois. ouais. Voilà, c'est même pas un regret, c'est plus, tu vois, je me dis qu'est-ce qui se serait passé. Mais après, bon, je suis parti à Reims, il y a eu du plus aussi, donc voilà, mais ça aurait été intéressant de savoir. C'est une bonne réponse, Ouais, j'aime bien. voilà. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Pourquoi tu as décidé de partir? À part le fait que tu pensais que tu pas avoir de temps de jeu, il y avait un projet à côté le projet de Chalon qui t'a motivé, ou c'était vraiment le fait de te dire: «J'ai envie de rester en Pro A et de jouer et Chalon va me permettre de me donner ça»? Oh ouais, là franchement, il y avait rien de plus compliqué que ça. C'était, Ouais, t'es à Lasvel,
Euh, C'était déjà compliqué. Donc j'étais backup avec Trent Mitcham. Puis ils Euh, avaient récupéré Casper ouais, à et la c'est fin. Casper à la fin. Du coup, je me retrouve à jouer à la fois 2 et 1, mais du coup avec moins de temps de jeu sur certains matchs notamment. En gros, tu te dis, c'est le projet Tipeee. Est-ce que, en gros, tu as une place là-dedans, quoi, tu vois? Alors, tout à l'heure, je te dis, je pose la question, on sait jamais, tu vois. Encore une fois, les contextes font que bah, tu peux, pourquoi pas. Après, tu as une opportunité à Chalon-Reims. Tu sais que c'est un club avec un peu peut-être moins d'ambition. Euh, le coach, tu le connais aussi depuis longtemps. Euh, tu as une carte à jouer en termes de temps de jeu. A priori, sur le même poste au meneur, il n'y a pas forcément de garantie en termes de qualité du joueur qui va arriver. Donc tu te dis, ouais, sur l'aspect carrière individuelle, c'est le bon choix à faire parce que bah, tu te dis que tu vas jouer en Pro A avec peut-être 20 minutes de moyenne, ouais, tout simplement. Ouais. Bah, c'est une très bonne raison déjà. Oui, bah voilà, c'est pour ça qu'il n'y avait pas plus que ça, mais c'était déjà une très bonne raison. Ouais. Et puis bon, avec Guillaume, j'imagine qu'il t'a trouvé ça assez facilement. Dans le podcast d'ailleurs qu'on avait fait ensemble, il avait parlé de ça, de le fait de ton arrivée à Lasvel, il l'avait pris comme un exemple de l'importance d'avoir une bonne relation avec les gens et puis de, voilà, de pitcher des idées, de pitcher des projets, de pitcher des profils de personnes en fait. C'est clair. Et c'était Ouais, comme ça que t'es arrivé. Et donc j'en ouais, c'est clair. profite Bah, pour lui ouais, non, rendre c'est hommage clair. encore une fois parce que je sais que tous les agents n'ont pas la même vision du métier C'est clair. et Ouais, non, bah, sur l'Asvel, c'était clairement ça, tu vois. Et je pense qu'il a le fait d'avoir une bonne relation tous avec bah, Nordine, Gaëtan, etc. Ça a aidé, tu vois, parce qu'au final, bah, ils auraient pu prendre plein d'autres meneurs français, parce que je pense qu'ils cherchaient un meneur français. Bah, moi, ça, à ce moment-là, ça a matché, bah, parce que ouais, je pense qu'il y avait une bonne relation. Ils ont cru en ça. Ils ont réussi à le faire accepter au boss, ce qui était, je pense, pas une mince affaire. Donc, ouais, c'était bien. Après, bah, sur Reims, ça s'est fait encore plus fluidement, parce que bah, je crois que c'était Lesca à l'époque qui partait, donc il y avait un poste vacant de meneur français. Bah, moi, je sortais d'une saison plutôt correcte avec Lasvel. Pour eux, c'était bien. Pour moi, c'était bien. Voilà, il y avait pas de, c'était assez facile comme choix. ouais. Ouais, je comprends. Et à ce moment-là, déjà, parce que tu avais commencé à préparer ton après-carrière? Mhm. Ouais. T'as Ouais. commencé quand? J'ai commencé, je dirais, ma dernière année au Portel. Donc, tu vois, je devais avoir 23, 24 ans. Ah ouais, J'ai fait un premier diplôme qui est un DU qui s'appelle une capacité en gestion des entreprises, ouais. que j'ai passé en distanciel à l'IA de Caen, avec l'idée de dire, bah, à mon avis, à l'époque, je savais que j'allais monter une entreprise plus tard. Et en fait, je voulais me donner déjà le crédit et le bagage universitaire de dire que si un jour je dois démarcher des gens dans ce projet-là, que je sois pas juste sportif, que je sois aussi sportif avec bah, un diplôme dans la gestion des entreprises. Donc j'ai fait ça pour ça en fait. Et donc j'ai passé ça et ça a été le début du processus en fait, tu vois. Donc ouais, j'avais 23 ans à l'époque, 24 ans Ouais. peut-être. Ouais, et puis ensuite, j'ai regardé un petit peu, t'as fait une formation à Newcastle, il me semble, en ligne. T'en as fait une autre à l'INSEC, c'est ça? Ouais, Insect c'est ça. Ouais. Petit à petit, toujours avec cette idée d'organisation, un petit peu. Ouais, bah franchement, il y a eu un là-dedans, tu vois, on a trouvé des moments charnières dans ma vie et ma carrière. Bah, s'il y a bien un moment charnière là-dedans, c'est le programme que j'ai fait avec la FIBA. Ça s'appelle Time Out. C'est Time Out, ouais. Ouais. Ça, c'était l'année où j'étais à Chalon-Reims. Où là, en fait, si tu veux, la FIBA a lancé ce programme à cette époque avec l'idée d'accompagner 80 sportifs, 80 basketteurs et basketteuses de toute l'Europe, de toutes les fédérations, sur trois formations en fait. Il y avait trois formations disponibles. Une formation qu'ils ont appelée le FIBA Manager. Donc l'idée c'était de devenir manager d'un club de basket avec quand même la petite pincée de sel FIBA, on va dire, à l'époque du conflit Euroleague. Bah, donc il y avait beaucoup de cours sur apprendre le nouveau calendrier des compétitions internationales, le règlement FIBA, etc. Tu sentais qu'ils voulaient aussi modeler des personnes au modèle FIBA versus le modèle Euroleague. Ouais. Mais malgré tout, il y avait quand même beaucoup de choses très, très intéressantes à prendre sur marketing sportif, gestion d'événements et tout ce qui va avec, tu vois. Ouais. Ça, c'était la première étape du cursus. La deuxième étape du cursus, c'était un diplôme qui est donné en Royaume-Uni, qui s'appelle le TALS, qui vise en fait à accompagner les sportifs de haut niveau, tout simplement. En fait, ça te donnait les outils pour l'accompagnement à la gestion de carrière. Ça, c'était très intéressant et assez simple à suivre. Et donc, tout ça, c'était en fait aussi impliqué dans l'inscription à l'université de Newcastle. Donc là, c'est une vraie université avec
enfin une vraie logique où tu arrives avec tel diplôme et tu rentres avec tel niveau. Du coup, il y avait pas de passe droit FIBA, on va dire, Ouais. et qui m'a permis moi, j'ai intégré avec un bac plus 3 à l'époque parce que j'avais mon DU, j'avais fait aussi une année de fac d'anglais. En bricolant deux trois trucs, ils m'ont donné une équivalence et je suis sorti avec un bac plus 4. Mais en gros, ça a fonctionné. Ok. Et du coup, de base de ce bac plus 4, en fait, j'avais fini le programme Time Out avec tout un tas d'expériences assez incroyables. On a visité l'Europe, on a été en Slovénie, on a été en République tchèque, on a été en Suisse, on a été au Royaume-Uni. Puis tu as pu Euh, échanger avec des mecs de là-bas aussi, donc j'imagine que exactement. c'est super enrichissant. Ouais, bah, tu te retrouves à faire les cours avec une fille qui va être présidente de la fédération du Kosovo de basket, avec des mecs de Suède. Enfin, tu vois, c'est des cultures totalement différentes, tu vois. Et quand tu es Ouais. habitué à ton petit modèle LNB, FFBB, etc., c'est bien aussi de sortir un peu de ce cadre-là et de voir qu'il y a des gens qui ont d'autres problématiques et que c'est hyper intéressant, en fait, tu vois. Ça ouvre les Et yeux. ouais, clairement. Et donc, franchement, ça a été vraiment un vrai changement dans ma vie, là, pour le coup, un peu extra sportive. Et de se dire que, bah ouais, il y a plein d'autres opportunités et des choses qui sont dehors des salles de basket et c'est intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe, quoi. Et donc là, je sors avec le bac plus 4. Et c'est dommage d'arrêter là-dessus. Donc, ben, je trouve une formation au CESNI, donc c'est une école pour les sportifs de haut niveau. Et donc là, je finis par valider donc un bac plus 5, donc un master 2 en marketing et développement commercial. Tout ça, c'est lié dans l'organisation en général, dans l'accompagnement aux sportifs, Mhm, tant dans ce qu'ils t'ont apporté que dans la façon dont ils te l'ont apporté. mhm, C'est marrant sous deux aspects. Déjà, le premier, c'est qu'aujourd'hui, tu as développé ta propre entreprise qui s'appelle Quan Sport, mhm. où tu fais ça. En Ouais, fait, tu fais un peu la même chose que ce qu'eux t'ont apporté, mais ouais, pour les autres. tout à fait. Donc, je trouve la façon de le faire et le message poétique. Ouais. Mais en plus, il y a un côté aussi où, en fait, est-ce que c'est ton père faisait un peu ce genre de choses-là, d'organisation un petit peu dans l'association du Limoges. Est-ce que c'est transitif, tu penses, ça a joué un petit peu ou Là, il y a peut-être de l'inconscient qui rentre, hein, c'est possible, hein, tu ouais. vois. Après, c'est difficile pour moi de te dire, ouais, c'est lié à ça, tu vois. Après, c'est Mais sûr que pour moi, qu'est-ce qui t'a vas-y, motivé à le faire, en fait, du coup? bah en fait, c'est aussi simple que de se dire, en fait, mais qui c'est aujourd'hui qui accompagne réellement les sportifs de haut niveau? À part personne. Ou, et du coup, même aujourd'hui, ça va même encore plus loin que ça. Mais à la base, le conseil il est là, il est de dire, au fait, mais qui c'est qui m'a accompagné dans ma carrière? Si j'avais pas eu un agent de cette qualité humaine-là, comment aurait été ma carrière, tu vois? C'est aussi simple que ça, en fait. Mmh. Et ben, en fait, il y a personne. Ouais, Et c'est encore, j'ai une chance incroyable d'avoir une famille qui était relativement du milieu, qui fait que ça t'aide beaucoup sur plein de choses, plein de trucs, je pense. Voilà, avec une éducation scolaire aussi qui était plutôt bonne, qui fait que bah, tu comprends peut-être des choses, etc. Mais en fait, tout ça, tout le monde ne l'a pas, tu vois. Et ben, quand tu as été moi à l'école, quand tu as une famille qui connaît rien au milieu, quand ton agent, il n'est pas forcément super impliqué et super humain, et quand tes clubs, en fait, ils te prennent comme ils te jettent, en fait. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des bonnes relations avec mes clubs, mais ça n'a pas été toujours tout le cas pour tous mes coéquipiers, tu vois. Et que ouais. si ton club, ben, si t'es pas performant, en fait, il change de joueur, c'est aussi simple que ça, en fait, tu vois. Il n'y a pas de, on va construire de l'humain, on va aider Edouard Choquet à se développer sur le côté humain parce que on pense que ça va l'aider, etc. Non, en fait, c'est juste, il est bon, Edouard Choquet, on le signe. S'il est pas bon, bah, ciao, Edouard Choquet, tu vois. C'est aussi simple que ça. Et donc, bah, tu te dis, en fait, il n'y a pas d'entité qui accompagne vraiment le sportif de haut niveau, pas uniquement sur marquer des paniers, sur aussi juste être une meilleure personne, avoir des projets, mieux communiquer et tout ce qui va avec, en fait, tu vois. Et ça, ce qui est vrai aujourd'hui pour les athlètes, c'est vrai aussi pour des entraîneurs, c'est vrai aussi pour tous les. Je vois tellement de managers dans le basket français où, tu vois, c'est vrai pour toutes les personnalités du sport. C'est ce qui fait aussi que le projet il se développe aujourd'hui vers d'autres types de professionnels du sport, parce qu'en fait, tu te rends compte que les problématiques elles sont similaires et qu'il n'y a personne qui répond à cette problématique, sauf des cas isolés de personnes qui sont capables elles-mêmes de, de se créer leur propre team ou leur propre façon de fonctionner. Ça existe, mais globalement, Ouais. il n'y a pas de structure estampillée, accompagnement dans le sport de haut niveau. Ouais, parce que l'accompagnement que tu fais, tu le fais auprès des sportifs, mais tu as glissé aussi pour le faire également avec des entrepreneurs, des mecs qui sont intéressés par le monde du sport, mais qui savent pas trop peut-être comment faire, et pour les accompagner et sur la connaissance du milieu que tu as toi, quoi. Exactement. Bah là, récemment, on a rentré un client justement. Alors, à la base, c'était un projet très athlète, hein. Moi, je pensais au début, je pensais qu'aux athlètes, voire même qu'aux basketteurs, tu vois. Ouais. Et souvent, tu vois, dans les projets d'entreprise, quand je regarde un peu je suis assez curieux de plein de trucs qui se font ailleurs. Tu vois, il y a pas mal de business coach, etc., qui disent en fait, la meilleure façon de faire une entreprise, c'est de faire un projet qui te plaît à toi, tu vois. Ou en tout cas, qui te serait utile à toi.
Ouais. Donc c'est ce que j'ai voulu faire au début, tu vois. Un projet, qu'est-ce qui serait utile à un basketteur ou une basketteuse professionnelle. Et au final, tu te rends compte que rapidement, bah, tu as des gens qui s'intéressent, qui te posent des questions. Et aujourd'hui, on se retrouve à accompagner un, ben, un mec qui a créé une entreprise dans le développement d'une marque de basket, une marque de fringues. Et tu te rends compte qu'en fait, la marque est super cool, je pense. Il fait du super bon job. C'est super quali ce qu'il propose. Mais au final, ouais, mais il voudrait des ambassadeurs. Mais c'est compliqué pour lui de trouver des ambassadeurs. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Il veut développer son business, mais il lui manque plein de petites cartes. Et en fait, tu te dis que bah, là-dedans, il y a des problématiques similaires, tu vois. Et ça part d'une simple chose, c'est de se fixer des bons objectifs, de se mettre les moyens qui vont avec. Et au fur et à mesure, après, tu construis un peu ton équipe autour de ça et selon les besoins que tu as, tu vois. Donc ouais, on se développe au fur et à mesure vers différentes branches, on va dire des professionnels du sport, c'est-à-dire des gens qui veulent vivre du sport, quel qu'il soit. C'est quoi le rêve, entre guillemets? C'est-à-dire, c'est quoi, l'idéal dans 5, 10 ans? Comment tu vois ce que tu as créé? C'est parce que tu fais des camps en plus, en particulier, tu fais des podcasts. C'est quoi l'idéal? Alors, bah déjà, tu vois, le podcast, par exemple, pour moi, c'est un side project de Quan Sport en disant, Ouais, plutôt que de faire de la pub à tout va, en disant, regardez ce qu'on fait, c'est très bien, mais je trouve ça plus cool de faire un podcast et d'inviter des personnalités du sport de différents horizons et de discuter avec eux et de voir un peu comment eux ils ont géré leur carrière. Et du coup, ça transmet le même message, mais d'une façon un peu entre guillemets déguisée et plus sympa que de dire regardez ce qu'on fait, c'est génial, tu vois. Donc c'était un peu ça le but du podcast. Après, pour répondre à ta question sur l'idéal, pour moi, l'idéal ce serait de dire ok, bah, d'être l'incontournable en fait de l'accompagnement dans le sport de haut niveau. C'est-à-dire qu'en gros, si tu deviens sportif de haut niveau, bah, il faut être avec Quan Sport, tu vois, j'exagère presque, mais c'est ça. Et de dire qu'en fait, tant qu'il n'y a pas de concurrence là-dedans, il y en a peut-être, hein, il y a des projets isolés, ça existe, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire, c'est de créer une boîte qui apporte tous les outils, en tout cas qui met une boîte à outils à disposition sur un éventail de thématiques hyper large qui fait que ça peut intéresser n'importe quelle personne qui veut vivre du sport, tout simplement. et pas que du basket, tu Oui, l'as dit tout à c'est le l'heure. but aussi. C'est la grande difficulté de développement aujourd'hui, c'est d'aller chercher des personnalités qui ne sont pas du basket. Parce que bah, moi, mon réseau numéro 1, il est dans le basket. Donc, quand je fais de la pub sur mes réseaux sociaux, bah, évidemment que ça parle plus facilement à des basketteurs parce que c'est mon réseau numéro 1. Mais je pense que c'est un projet qui doit aller au-delà du basket. Ça n'aurait pas de sens sinon. Ouais, les valeurs sont les mêmes. Oui, tout Les à fait. valeurs sont les mêmes. D'ailleurs, c'est très, très marrant quand tu t'assois à parler avec des professionnels d'autres sports. En fait, tu te rends compte que tu partages tellement, tellement, tellement de choses. C'est clair. Alors que les disciplines sont différentes, le côté athlétique est différent, les Ouais. blessures sont différentes, mais dans l'approche, dans tout ça, les problématiques que tu rencontres, c'est quasiment les mêmes. Ah oui, les problématiques sont similaires, hein, clairement. Et j'exagère presque, mais sur même un entrepreneur qui veut se lancer un business dans le sport, il y a beaucoup de problématiques qui sont similaires. Ouais, je suis d'accord. C'est pas les mêmes sur à faire tes shoots à la salle, faire ta muscu, etc. Mais il y a plein de trucs qui sont similaires, tu vois. Et là, pour moi, la première, comme je t'ai dit, c'est d'être capable d'avoir des objectifs qui soient très très bien, très très clairs, avec des moyens à l'intérieur de ça qui soient très clairs aussi, qui fait que quand tu te lèves le matin, tu sais ce que tu dois faire presque, tu vois. Et donc, du coup, pour ça, tu t'es entouré de gens, j'imagine? Mhm. Et- Ouais, alors bah, enfin, au début, c'était vraiment un truc très seul en fait. Bah, j'ai été beaucoup accompagné et aidé de Guillaume là-dedans, parce que je pense qu'on partage là-dessus la même vision, et Oui, que lui, je pense que c'est ce qu'il voudrait faire en tant qu'agence de basket, mais à un moment donné, il a aussi l'aspect business à gérer qui fait que c'est compliqué, tu vois. Même si ça ouais. reste un agent, l'agent le plus humain du marché sans aucun doute. Et donc on a beaucoup discuté, échangé. Je me rappelle avoir passé un été complet à juste écrire plein de trucs. J'écrivais des textes sur le thème. Je construisais mon projet, je mettais des, tu vois, j'ai essayé de construire un peu ce business plan, on va dire, et de créer des contenus aussi. Je voulais créer beaucoup de contenus pour dire que le jour où j'allais lancer, j'avais plein de trucs à dire. Et donc j'ai créé un genre de guide en fait qui fait 100 et quelques pages sous format PDF que j'ai fait un été. Je sais pas pourquoi au final aujourd'hui je l'ai pas valorisé, mais il existe. Et de là en fait, ça m'a permis de réellement construire le truc et de dire comment on va faire pour aborder ça. Et donc en gros, j'ai identifié 4 grandes thématiques, en gros des grandes enveloppes. C'est préparation mentale, développement personnel, c'est optimisation de la performance physique et la santé en général, c'est tout ce qui est lié à la communication et c'est tout ce qui est lié à la préparation à l'avenir. Et en fait, à l'intérieur de ces grandes enveloppes,
tu veux mettre plein de petites sous-enveloppes si tu veux. Tu vas faire, dans le premier thème, tu vas faire de la préparation mentale, du développement personnel, de la gestion de carrière, des choses très liées à ton fonctionnement mental. Sur la deuxième thématique, tu vas travailler sur comment tu manges, comment tu dors, ce que tu bois, comment tu prends soin de ton corps, comment tu gères tes blessures, voilà, tout l'aspect physique et de ta santé en général. Sur le troisième aspect, communication, tu vas apprendre tout ce qui est relations aux médias, prise de parole en public, tu vas gérer tes réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est à la fois une mine d'or, mais à la fois un gros tas de merde aussi des fois, et qui fait que, tu vois, ça peut être un super atout comme un vrai problème. Donc voilà, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est une thématique importante de notre projet. Et le quatrième thème, tout ce qui est lié à l'avenir, ça va être comment tu gères ton argent. Parce que si tu gères bien ton argent à l'instant T, peut-être que dans 2 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, tu seras mieux. Ça va être évidemment tes études, ta reconversion. Et un truc sur lesquels j'essaie de pousser tout le monde, c'est avoir des projets extra-sportifs en fait. Juste essayer de faire des trucs à côté. Ça peut être créer une asso, ça peut être apprendre un instrument de musique, faire des trucs en fait en dehors du sport qui fait que tu te nourris d'autres choses en fait. Voilà. Pour avoir une idée. C'est déjà pas mal. Non, j'adore parce que c'est être à 360 degrés sur ce que C'est ça. tu vis, en fait. Et qu'est-ce qui construit ta vie au final. Exactement. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Tu disais tout à l'heure, ça s'applique à des gens qui veulent faire de l'entrepreneuriat dans le Mhm. sport. Trouver l'équilibre dans ta vie quand tu es un entrepreneur, c'est aussi difficile C'est et au ça. final, les problématiques sont les mêmes. Je suis d'accord. Pour parler un peu concret, euh, avec combien de clients tu travailles là actuellement, plus ou moins? Alors, on en a eu 3 nouveaux cette semaine. Ça a été une bonne semaine. Donc aujourd'hui, on a 27 clients individuels. Ok. On bosse beaucoup avec la partie féminine de l'agence de Guillaume notamment. Ouais. Alors, on n'a pas forcément des clientes, enfin, on a quelques clientes qui viennent d'elle, mais globalement, on fait aussi beaucoup on va dire, de webinaires avec eux. C'est-à-dire que là, ça va être une séance de groupe. On essaie de transmettre un peu ce qu'on transmet à nos clients d'une façon peut-être moins précise, mais qui permet de toucher directement les joueurs de leur agence, tu vois, Ouais. de considérer qu'on bosse un peu pour eux. Euh, on a en projet peut-être un gros client qui est une fédération sportive. C'est un peu aujourd'hui, c'est pas signé, donc je vais pas te balancer ça sur On un n'en parle podcast si c'est pas pas. le cas, mais bon, On n'en parle pas. On n'en peut-être parle que pas. d'ici là, ce sera signé. En plus, c'est pas dans le basket, donc c'est super cool. Ouais. Donc on verra. Donc voilà, on a 27 clients individuels aujourd'hui. Et, euh, et en parallèle de ça, on a fait, je crois que c'est 28 ou 29 collabs. C'est-à-dire qu'en fait, parfois sur l'aspect, je t'ai parlé du pôle communication. Ouais. Et bien, dans ce pôle-là, sur les clients qui sont les plus bankable, en tout cas sur lesquels il y a une vraie opportunité de créer des partenariats, on signe aussi des contrats de sponsoring avec ces clients-là, qui peuvent être des petits contrats type tu vas poster sur Instagram 3 conneries et on va te filer 5 produits. Voilà. Sauf que ça peut être aussi des grosses collabs financières. Avec Laetitia Guapo par exemple, elle a Avec signé Puma. Puma, elle a signé avec Caisse d'Épargne, elle a signé avec Studi. Voilà, c'est des grosses collabs. Voilà, donc au final, on a fait aussi pas mal de partenariats pour nos clients. Et dans ton équipe, du coup, Ouais, t'as. du coup, oui, c'était ça ta question de départ, tu Non, mais vois. c'est pas grave, c'est J'ai pas tapé, grave. j'ai tapé à côté. On y Euh, revient, on y revient. Ça m'intéresse tout ce que alors, tu dis. aujourd'hui, donc j'ai lancé ça tout seul. Ouais. Et en fait, ça a grandi beaucoup plus vite que ce que je pensais. Et du coup, tu t'es retrouvé un peu débordé, Exactement. j'imagine. Exactement. Sachant qu'au début, c'était vraiment un projet, je lance et on verra. Et donc, j'ai bossé avec deux, trois mecs que je connaissais. Je leur ai dit, je vous fais le service gratuit. On voit ce que ça donne et vous me faites vos feedbacks les plus précis possibles pour voir un peu ce qui va fonctionner, ce qui va pas fonctionner. Ça a duré 2 mois. Entre-temps, il y a eu quelques personnes qui m'ont appelé, qui ont voulu travailler avec moi. Et en fait, c'était parti après, tu vois. Et donc, aujourd'hui, on a 11 experts qui sont tous des indépendants. C'est-à-dire qu'ils ont tous leur propre business. Ouais. Psychologue du sport, préparation mentale, nutritionniste, conseiller, enfin spécialiste du sommeil, conseiller en communication, euh, conseiller financier, prise de parole en public, ostéo, prépa physique. Euh, on a même un conseiller, on va dire, basket, parce qu'on a beaucoup de basketteurs. Ouais. Et en plus de ça aussi, j'ai recruté du coup l'été dernier 2 personnes
qui sont des alternants, là qui travaillent du coup au développement de la boîte en elle-même. Et récemment, une stagiaire sur l'aspect justement partenariat sponsoring, dans tout ce qui est recherche et prospection. Parce que au final, plus tu grandis, plus tu as besoin de main-d'œuvre. Et qu'au final, quand tu quand es basketteur et que tu t'entraînes 2 fois par jour et que tu joues un match, tu n'as pas 100% de ton temps à dédier à ce projet. Et que du coup, il faut jongler toute la journée entre Quan Sport, entraînement, etc. Qui fait que t'as quand même que 24 heures dans une journée, quoi. C'est ce que moi j'admire beaucoup parce que je vois en particulier mon patron, je sais que c'est difficile quand tu lances une boîte, il faut être partout et nulle part à la fois et ça demande une énergie et un engagement permanent à 100% que toi tu peux pas donner. Mhm. Parce que si tu étais à 100% dans ça, tu pourrais plus non plus t'exprimer par rapport à tout ce dont on a parlé tout à l'heure, de la passion, du basket, de C'est ça. machin. Et donc ça demande beaucoup d'énergie. Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre de vie ou parfois tu te sens un peu noyé dans ce que tu fais? Alors, le gros challenge là-dedans, en fait, c'est la gestion du temps. Ouais, Et je pense que c'est un challenge que tout le monde rencontre. oui. Et que j'ai l'impression que tout le monde dit toujours j'ai pas le temps. Et c'est vrai, hein, dans l'absolu. C'est juste être capable d'organiser son temps. Et en fait, là-dessus, je suis quand même vraiment un taré du temps. Quand je dis un taré du temps, c'est-à-dire que ça me dérange pas de me coucher le soir. J'utilise notamment un logiciel qui est hyper bien pour tout ce qui est organisation, productivité, etc. Ça me dérange pas de me coucher le soir en me disant que dans ce logiciel-là, j'ai déjà ma journée du lendemain qui est minutée quasiment à la minute près. C'est-à-dire du moment où je vais me lever jusqu'au soir, 8h05, 8h10, 8h12, 8h17, etc. Avec des petites tâches comme ça qui fait qu'à un moment donné, j'essaie de jamais perdre le fil. Alors des fois, les gens de l'extérieur ils vont te dire mais ça laisse jamais de place à l'impro, on va dire. Mais en fait non, parce que si tu laisses place à l'impro, t'oublies un truc, tu penses pas à ça, etc. Et qu'au final, j'ai pas envie de ça, tu vois. Donc c'est toute une question d'organisation sur le timing, etc. qui fait que il faut, pour moi, c'est toute la clé en fait. Optimiser chaque moment de ma journée. Je sais que quand j'ai entraînement, donc je sais que sur ces temps d'entraînement, je peux pas intégrer de moments Quan Sport ou entreprise, on va dire. Et sur tout le reste, mis à part les moments où je mange et où je dors, et les plages, on va dire, de développement personnel, j'essaie de lire, de regarder des trucs qui m'intéressent pour essayer aussi de progresser moi-même, tu vois. Tout le reste, c'est dédié à mon projet, tu vois. Donc c'est vrai qu'en effet, derrière, la vie familiale en prend un coup et qu'il faut faire des choix aussi, c'est compliqué, tu vois. Mais à la fin, quand ça te nourrit et que ça te plaît, ça te coûte pas en fait. Et là, ça me coûte pas des fois de bosser jusqu'à 1h du matin sur mon projet, juste parce que j'ai plein de trucs à faire et que ça me plaît et que j'ai envie de le faire, tu vois, et que j'ai envie d'avancer. T'as dit trop de choses, j'ai 7 questions, donc je Ouais, vais pas réussir à désolé. Si, toutes les si, faire. vas-y, t'inquiète. Je vais pas réussir à toutes les faire, mais parce Ouais. qu'il y a plein de choses que tu viens de dire qui je trouve super intéressantes. Déjà, je trouve que ça ressemble beaucoup au petit jeune qui s'est blessé et qui a dit dans un mois je vais faire ça, dans un mois et demi je vais faire Ah ça. bah oui, oui, Enfin c'est ça, c'est voilà. exactement ça. Oui, oui, ça c'est sûr. Ouais, Il y a un gros parallèle ouais, déjà. Ça c'est la première chose que je voulais dire. c'est clair. La deuxième c'est curiosité personnelle. C'est quel logiciel que tu utilises si tu as le droit de le dire? Notion, Notion. Ok. Bon, je connais du coup, mais ok. Alors, Euh, j'ai eu la chance de découvrir ça l'été dernier. ouais. Et donc Hugo, qui est un de mes alternants, qui est très 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 bon sur tous les aspects informatiques, en fait, je l'ai un peu challengé là-dessus. Je lui ai dit, regarde, Hugo, il y a ce logiciel qui existe là, ça me semble être bien, tu vois. Et donc on a bossé un peu tous les deux là-dessus. À la base, je l'utilisais que sur l'aspect Quad Sport. Parce qu'en fait, mes Ok. alternants, une autre problématique que j'ai dans ma boîte, c'est que mes alternants, il y en a un qui est à Amiens et une qui est à Paris. Et moi, j'habite à côté de Marseille. Donc au final, on est toujours en télétravail. Je Ouais. peux te dire, avec des jeunes qui ont 22 ans, ça va être la merde, tu vois, tu vas jamais pouvoir t'en sortir. Et au final, il a fallu qu'on trouve des solutions. Et donc, une des solutions qu'on a trouvées, c'est d'avoir un logiciel commun qu'on essaie de développer pour être organisé, pour fonctionner, pour se donner des tâches à faire, avoir un planning, etc. On est parti avec une version un peu pourrie, on va pas se mentir, hein. Mais aujourd'hui, Que vous franchement, avez développé vous-même du coup? ouais, on a Ouais. développé tout nous-mêmes. Et en se disant, c'est quoi nos besoins? Ok, on va commencer avec ça. Donc au début, c'était vraiment tout pourri, hein. Mais Normal. aujourd'hui, c'est sûrement pourri sur ce qu'on va faire dans 2 ans, peut-être. Mais par contre, à l'instant T, on peut considérer que c'est quand même très très abouti, puisqu'on a gagné une façon de travailler, une productivité sur gérer nos séances avec nos clients, les liens avec les experts, etc. Les projets qu'on veut essayer de mener, etc. On a gagné beaucoup, beaucoup de capacité à s'organiser. Et donc, du coup, ce schéma-là, j'ai aussi fait le schéma mental dans ma tête de dire si ça, je l'applique à ma boîte, est-ce que je peux pas l'appliquer à moi tout seul pour essayer de m'organiser mes journées, on va dire, de chef d'entreprise et de basketteur.
Et ben, du coup, j'ai commencé aussi à me créer l'outil qui était sur une version toute pourrie au début et puis que j'ai fait évoluer et qu'aujourd'hui, c'est une version relativement aboutie où je peux avoir du coup un planning, des tâches à faire. Et comme je te dis, des fois, c'est à la minute près quasiment sur ma journée de demain. Euh, et tout ça, et donc j'utilise ça. Et honnêtement, pour des personnes qui sont dans cet état d'esprit-là, je sais que c'est pas tout le monde le cas. Certains sont plus au feeling, même si moi j'ai du mal à croire au feeling. En tout cas, pas sur ça. Euh, je me dis que sur des personnes qui sont réceptifs à ça ou réceptifs pardon à ça, c'est un outil, ça change la vie, tout simplement. Alors, pour les gens qui pensent actuellement, qui t'écoutent et qui pensent que tu es un malade mental, Ouais, il y en aura sûrement, mais bon. non, 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 mais comment, moi, ce que j'admire chez les gens, c'est le côté interrupteur, tu vois, le côté pam, pam, on, off, on, Ouais. off. Et je sais qu'il y a certains moments où j'arrive très bien à le faire personnellement, moi, et il y a des moments avec la fatigue, tu vois, où c'est plus difficile. Est-ce que tu sens que quand tu arrives à l'entraînement à faire bam, basket et tu ressors bam, coin sport? Ou est-ce qu'au contraire, quand tu es à l'entraînement, pendant que tu fais des trucs, parfois tu as des pam, ça explose parce que pour un truc, tu avais un problème sur le coin sport, le fait de faire autre chose, ça te déclenche des trucs et inversement? Alors, on est à la limite. On est à la limite. Tu as le droit de dire les deux, hein? Non, 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 parce que De tu mon vois, côté. on est à la limite dans le sens où de plus en plus, ça peut m'arriver, tu vois, pendant que je fais mes routines d'avant entraînement, par exemple, tu vois, où je vais du coup aller en salle de muscu, ça, je me suis toujours imposé d'arriver 30-40 minutes avant l'entraînement pour me préparer à mon entraînement. Ouais. Donc, c'est du temps que j'ai pas à passer sur mon projet. De plus en plus, je run sur ce temps, pas pour rester chez moi avec mon projet, mais où je suis en salle de muscu à faire mes routines. Mais par contre, j'ai mon téléphone avec moi qui fait que ça déborde un peu sur le côté, bah ouais, je suis en train de faire ma routine et je vais répondre à deux trois messages, je vais être, tu vois, Ouais. et c'est pas pour le fun, c'est juste des trucs travail, tu vois, un mail ou une connerie comme ça. Ouais. Voilà, ça peut déborder. Par contre, et je pense que c'est aussi une chance, dans le sens où quand je suis sur l'entraînement, après, ça clique en fait, tu vois, l'entraînement il est parti, je pense plus du tout à quoi, tu vois. Et c'est une chance parce que du coup, je pense que ça fait un bien fou sur l'aspect mental pour justement garder toujours cette fraîcheur, de pas être toute la journée sur le projet. Euh, de 8h à midi et puis après de 14h à 17h et qu'au final tu es toute la journée sur le même truc, bah, je sais qu'en fait il y a ces moments de pause où je vais être 2 heures sur le terrain, parfois 4 heures si c'est deux entraînements dans la journée, qui fait que bah, ça fait une coupure mentale qui je pense aujourd'hui en fait elle me sert plus elle ne me dessert. Mais du coup j'arrive bien quand même à faire la scission entre, mis à part sur mes moments un peu bâtard où je suis en routine d'entraînement donc j'ai pas forcément de compte à rendre à personne et du coup parfois ça déborde un peu, j'ai le téléphone etc. Mais voilà, j'arrive quand même à faire ma routine, tu vois. Mais sinon globalement les cassures comme tu dis, Quan, pas Quan, etc. ça va, globalement j'arrive à gérer. C'est plus sur le temps perso où là c'est compliqué. Mais c'est là où j'arrive à m'intégrer du coup maintenant des nouvelles routines, de dire il faut absolument que je m'impose et c'est pas vraiment s'imposer, c'est plus se dire je fais ça, c'est-à-dire j'arrête à un moment, je vais arrêter samedi après-midi, je vais faire que un samedi après-midi avec mes enfants parce que bah, je pense que c'est important et que tu vois tous les soirs bah, je vais avoir au moins une heure garantie avec mes enfants parce que je veux pas gâcher ça non plus, tu vois. Et ça maintenant je l'intègre aussi à mon planning, ce qui peut paraître fou aussi, mais parce que en fait il y a des gens, non mais c'est vrai, il y a des gens qui se disent ok je loupe ma vie, je fais pas ça avec mes enfants. Ouais, mais si je dis que je vais faire une heure avec mes enfants, c'est pas naturel, etc. Bah, en fait, si, ça rentre de naturel parce que je sais que de 20h à 21h, grosso modo, ben, je vais lire une histoire avec mon petit. Après, je vais aider mon grand à lire aussi un peu un truc. On va faire peut-être un jeu ensemble. Et au moins, à ce moment-là, il est canou, tu vois. Et ça en devient, ben, ça rentre dans ma routine de vie parce que je pense que c'est important, tu vois. C'est aussi se fixer des objectifs en fonction de ce que tu as envie d'être et de ce sur quoi tu as envie d'avoir de l'impact, tu vois. Je suis content que tu rentres sur ce sujet parce que c'était une des questions que j'avais tout à l'heure Ok, bah, tu sur vois. ta belle tirade que j'ai adorée. Ouais. C'est que je pense Je que parle beaucoup ce soir, hein. ouais, ouais, j'adore. Je suis en forme, hein, je suis en forme. C'était parfait. Je T'es sais pas, parfait. mais je suis en forme. T'es parfait. Non, non, mais tu vois, ce côté, j'ai pas le temps, j'arrive Ouais. pas, tu vois, à gérer les trucs. Je sais que c'est difficile. Euh, c'est difficile de se créer des moments. Euh, pour les gens qui sont pas comme toi et qui standardisent pas tout, ce moment d'impro, tu l'as appelé moment d'impro tout à Ouais. l'heure, moment où je laisse la place à faire ce que je veux. Mais en fait, ces moments d'impro, souvent, ils se transforment souvent dans les mêmes choses en fait. Où, où si tu calibres pas, devant l'immensité des choses que tu as à faire, Ouais. entre bah, potentiellement lire un livre, potentiellement faire ci, potentiellement faire ça, en fait, tu te retrouves à
rien faire parce que tu arrives pas à te lancer. Tu te dis: «Ah mais attends, là, j'ai pas le temps de faire ça parce que du coup, j'ai commencé à faire ci» et du coup, tu te retrouves sur et en fait, tu finis sur, Twitter ou sur, Netflix et c'est pour ça que je pense que c'est super important ce que tu as dit de et je suis pour le temps avec les enfants, je comprends, tu vois, ce côté, non, non, je me le mets parce que je sais que c'est ça que je veux faire et parce que je sais que je me connais, je sais que c'est important pour mon équilibre et donc il faut que je le fasse. Donc je le note parce que je sais qu'il faut que je le fasse et je me force à le faire et ça demande beaucoup de discipline. C'est pas là non plus, une Ouais, je suis qualité que d'accord. tout le monde Et je suis 100% d'accord avec toi sur l'aspect, comme tu dis. Euh, Bah des fois, si sur un moment off, et je pense que la plupart des gens sont comme ça, mais en fait, t'as tellement de choix dans ta vie que tu peux aller sur Netflix, tu peux aller sur Amazon Prime, tu peux lire un livre, tu peux jouer à la console, tu peux aller tu peux aller au ciné. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire en fait. C'est juste dire à un moment donné, mais t'as que 24 heures dans ta journée. Si t'endors 7, si t'en passes 1 heure à manger ou 2 heures à manger dans ta journée, mais qu'est-ce qui te reste de tout le temps en fait? C'est aussi simple que ça. Et alors, il y en a qui vont te dire, ben, moi, ma vie, j'ai envie de la vivre à l'impro et c'est plus cool comme ça, tant mieux, tu vois. Mais après, c'est peut-être plus facile de manquer des moments que de se dire, ben, tous les samedis après-midi, quoi qu'il arrive, mon créneau de 16h à 18h, il est réservé à telle tâche ben, qui sont mes enfants parce que j'ai envie. Euh, le soir de 20h à 20h30, ça va être ça aussi parce que j'ai envie. Et ainsi de suite, tu vois. Moi, je suis comme ça. Après, c'est mon fonctionnement. Mais je pense que c'est trop facile après de dire, j'ai pas le temps. Oui, mais j'ai pas pensé. Oui, ah bah je vois pas souvent mes enfants. Oui, je vois pas souvent ma femme, etc. Et je pense que j'ai eu des défaillances aussi dans ma vie personnelle là-dessus. Mais au final, aujourd'hui, moi, je suis dans une phase où je me dis, ben, selon ce que j'ai envie d'incarner et d'être, eh ben, j'arrive à me dire, ben, j'ai envie de passer tant de temps sur Quad Sport. Le temps du basket, c'est celui que je dois à mon employeur qui est mon club de basket, qui me paye pour ça, et je lui dois des comptes aussi. Mon temps familial d'enfant, je leur dois aussi, je pense, parce que ça m'intéresse et ça me plaît, et que c'est important. Bah, tout le reste, après, voilà, c'est sûr que par contre, on peut considérer, une personne de l'extérieur pourrait considérer que j'ai zéro loisir. Ce qui est le cas d'ailleurs. J'ai zéro loisir. Je, re- je regarde jamais Netflix. Une autre personne pourrait considérer que tes loisirs, tu les as, C'est dans ton coin de sport, c'est dans aussi la chance que je pense que j'ai. Et je pense que c'est sûrement toi la même chose quand tu fais ton podcast. C'est que en fait, c'est juste du kiff en fait. Donc pour moi, mon loisir, c'est de construire un projet qui me plaît, tu vois, avec cette vision de dire est-ce que je vais l'amener là, est-ce que je vais réussir à faire ça, etc. Et en fait, c'est ça qui me nourrit. Et tout le reste, à la limite, j'ai même pas envie d'avoir trop de loisirs, de passer une nuit sur Netflix ou une soirée sur Netflix. Bien sûr qu'il faut le faire de temps en temps. Et de plus en plus, j'essaie de m'imposer des moments totalement off. Parce qu'en plus, j'ai remarqué que ça m'aide beaucoup à être meilleur après. Ça, c'est important. ouais. Mais sinon, on pourrait considérer qu'il y a des semaines où pour une personne normale, je pense que j'ai pas de loisirs en fait. Ouais, mais alors ça veut dire quoi une personne normale? Oui, voilà, voilà. Après, je sais pas, hein, mais sur l'image que je me fais de la personne normale, tu vois. Ouais, je comprends. Moi, ce que tu dis, je l'ai découvert, quand j'ai fait du basket longtemps, mais après j'ai fait une prépa, j'ai fait maths sup, maths spé Ouais. et c'est le truc que j'ai appris en étant là-bas, c'est que l'équilibre, c'est super important et il y a des moments où je m'étais réservé dans mon planning, d'études et tout, des moments où j'allais au ciné. Ah ouais? Parce que je sais pas, c'était mon truc, il était en bas de chez moi, j'avais pris un abonnement et quand c'était trop dur, j'y allais et j'ai fait mais je sais même plus combien de films j'ai dû voir et des films nuls, hein, parfois, hein, Ouais, bah oui. mais parce que c'était mon moment de déconnexion Ouais, et en étant là-bas, en fait, je me rendais compte que tout ce que j'avais assimilé parce que j'assimilais il y a des trucs de brutes qu'on fait, ouais, tu vois, de matraquer. Il y a des trucs qui se passaient derrière dans mon ouais, cerveau quand j'arrivais à prendre du recul et à me déconnecter. ouais, c'est vrai. Et j'ai vu beaucoup trop de gens qui ont fait la même chose que moi, qui se sont enfermés dans leurs études, qui ont fait que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Mhm. Tu arrives pas? Ouais, je suis d'accord. Mais en tout cas, j'ai été un peu trop là-dedans, je pense, à un moment donné. Et je remarque aujourd'hui ce que tu dis est vrai et je le ressens. C'est que parfois, il y a un dimanche où je me dis, je vais pas du tout travailler sur Quan ce dimanche-là, sur Quan Sport, mon projet, je vais rien Mhm. faire du tout. Et je vais me forcer à peut-être aller sortir, comme tu dis, aller faire un ciné ou juste sortir de chez moi et faire d'autres choses. Et ben, en fait, comme tu dis, malgré tout, tu as ton cerveau qui travaille et tu penses à des choses, il y a des choses qui te passent dans la tête et tu vois, ça cogite quand même. Et ben, je me rends compte que les jours qui suivent, je suis meilleur. Et du coup, j'ai aussi renourri ma motivation et ça aide. Donc, et je pense que c'est pareil aussi dans le sport en général, hein. Ces Ouais, je moments de suis d'accord. break où tu t'imposes en fait de juste couper, ben, c'est
très productif et positif en fait. Ouais. Tu vois, on parlait de la blessure tout à l'heure. Moi, je vais me faire opérer, la semaine prochaine, donc Ah, oui, bah je oui. vais être, face à ça, tu Ouais. vois? Vite et je parlais de ça, avec une personne que j'estime qui me disait, mais ces moments-là, que ce soit pour les sportifs, ça arrive les blessures et Mmh. c'est ces moments-là où aussi, en tant que sportif, tu c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, tu te remets des nouveaux objectifs, tu t'arrêtes en fait Ouais. et tu es plus en mouvement et du coup, tu peux te poser des nouveaux objectifs, tu peux te demander comment tu vas t'améliorer et cetera et dans la vie du travail un peu plus standard, Mmh. tu as pas ces moments-là. Ouais, c'est Tu as vrai. pas ces moments où tu coupes complètement et et parfois, je pense que c'est important de se les octroyer soi-même. Alors moi, je me l'octroie parce que aussi il y a ça, mais il y a un côté aussi volontaire de moi, j'ai ma vie de personnelle, de taf, de machin, de trucs, plus ce que je fais autour. J'ai envie de couper aussi parce que je sens que Mmh. ce que je fais là, ça m'anime et je sens que quand je le fais, j'ai pas la même énergie que quand je le fais au travail. Donc c'est qu'il y a un souci, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Complètement d'accord, clairement. Et mais c'est un processus d'années et d'années que je suis sensibilisé à ça et que ça m'intéresse. Tu parlais Hein, de la recherche musculaire. hein, Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la recherche du muscle, là-haut, du ouais. cerveau et de comprendre comment il fonctionne pour moi, tu vois? Ouais, bien Et sûr. ça fait des années que je cherche et que je réfléchis sur moi-même et je suis encore très, très loin de Ah oui, bah comprendre ce ça qui se passe là-haut, hein. ça je crois on trouve difficilement la vérité, tu vois? Il y a pas la vérité, mais On la trouve jamais, je pense ouais, il y a d'ailleurs, mais juste ouais. des petits éléments à un moment donné où on se dit: «Ouais, là ça me convient parce que je suis productif là-dessus» ou «ça me plaît». Et tu vois? En fait, c'est juste essayer de trouver des certaines bonnes habitudes qui font que ça fonctionne mieux que si tu les avais pas, tu vois? Ouais, Et bah, pour certains, ça va être, de caler sa journée à la minute près. Pour d'autres, ça va être aussi, bah, et comme on a dit, et je pense que ça tout le monde aurait besoin de faire ces moments off, mais off. Heu, il y a plein de petites habitudes à trouver et c'est juste que chacun doit trouver, bah, son rythme là-dedans et sa propre façon d'être, quoi. Édouard Choquet c'est une question un peu l'entretien, ça, tu sais, dans 10 ans, dans 20 ans où tu te vois et tout, mais est-ce que tu penses que, bon, tu auras arrêté le basket, j'imagine, enfin, Il y a bien un jour, ça va arriver, oui, oui, oui. déjà, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ou le fait d'avoir tout construit autour, tu penses que ça va être facile de faire la Alors ça, transition? c'est une bonne question, tu vois, la fin de carrière. C'est là la question qui touche beaucoup de sportifs. Et Tu la prépares depuis longtemps, ouais, mais là, elle va vraiment arriver, qu'est-ce qui se passe, quoi? récemment, j'ai écouté un podcast, concurrent du coup, désolé, mais Heu, avec Cédric Ferchaud, ouais, qui parlait justement de ça. Et il avait des mots forts sur à quel point c'était difficile pour lui, même encore aujourd'hui, d'accepter de vivre avec l'idée que peut-être un jour, il n'aurait plus jamais les mêmes types d'émotions que ce qu'il a eu sur le terrain, tu vois. Et c'est vrai, tu vois. Après, si je dois comparer à moi, mon cas, euh, j'ai l'impression, alors c'est peut-être, je me voile peut-être la face et il y aura que le jour où ce sera le cas que je me rendrai vraiment compte, mais j'ai l'impression que ça va être plus difficile pour mon entourage le jour où moi je vais arrêter le basket que pour moi-même en fait, tu vois. OK. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir tellement d'être tellement stimulé sur ce que j'ai autour qu'au final, ben, si presque des fois, d'aller à l'entraînement le lundi matin alors que je pourrais faire deux trois trucs pour mon projet, ben, honnêtement, aujourd'hui, je suis à un point où je préférais travailler deux trois trucs sur mon projet que d'aller à l'entraînement le lundi matin, tu vois. Ouais, je comprends. Et ben, après, comme je t'ai dit, c'est mon travail, je suis payé pour ça, je peux pas non plus faire n'importe quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense que je suis prêt, tu vois. Moi, en tout cas, sincèrement, je pense que je suis prêt. Après, c'est sûr qu'il y aura toujours des moments qui vont manquer. C'est des moments très précis, je pense, qui vont me manquer. Aujourd'hui, je les connais pas forcément, mais je pense savoir lesquels ça peut être. Ce sera des petits moments de vestiaire, tu vois, ce sera des petits moments de jour de match où tu as des petites routines, etc. Tout ça, ça va peut-être manquer, tu vois. Ouais. Mais sur tout le reste, honnêtement, je pense être prêt. Et ça me fait pas peur du coup parce que ben, j'ai déjà un projet parallèle qui me plaît, qui me passionne, qui me stimule, qui fait que je pars pas non plus à l'inconnu de me dire qu'est-ce que je fais si j'arrête, tu vois, comme beaucoup malheureusement font quoi. Et donc mais pourquoi tu penses que ce sera plus dur pour ta famille? Eh ben parce que je pense que eux, ben, quand tu as vécu 15 ans avec un papa ou un mari basketteur ou tu vois ou un enfant basketteur,
et ben, tu es habitué à aller au match tu vois, le samedi soir ou le vendredi soir, à faire la petite soirée à la salle, à manger ton petit truc, tu vois, à faire une soirée de fête en fait, tu vois, une petite fiesta où tu as les copains du basket, les gens du basket. Après, tu vas au VIP du basket. Et tu vois, c'est tout un processus, c'est toute une routine en fait qui est familiale aussi, tu vois, au final. C'est une routine familiale, tout à Ouais, fait, je suis d'accord. tu vois, bah ouais, je pense que t'es bien passé pour le savoir en plus. Et qui fait que, ben, en fait, t'attends un peu tes lundis, tu sens la pression monter jusqu'au jeudi, puis t'as le jour de match. Et puis le jour de match, c'est toujours très spécial. Et je pense que ça, ben, ça nourrit autant les gens qui me sont proches que moi-même, tu vois. Et j'ai tendance à me dire que ce sera peut-être aussi dur pour eux de se dire, ouais, ça y est, Edouard, il est plus basketteur, tu vois. Peut-être plus dur que pour moi. Ouais, je comprends. Parce que mine de rien, c'est un métier qui est très difficile, tu vois, qui demande beaucoup d'engagement, beaucoup de remise en question tous les jours. Tu as beau faire un bon match le vendredi et le vendredi après, tu sais pas ce que ça va donner et du coup, tu es, en remise en question perpétuelle. L'aspect physique est difficile, l'aspect mental est difficile, qui fait que bah, ça puise beaucoup d'énergie, tu vois, et que bah, des fois, tu te dis, ouais, le jour où ça va s'arrêter, ce sera peut-être un soulagement aussi, tu vois, de se dire que tu n'as plus à donner ce change-là tous les jours, de devoir être bien physiquement, entretenir ton corps, etc. et faire en sorte que tu es pas mal. Enfin, tu vois, c'est difficile. Hein. Donc, moi, je pense que je suis prêt en tout cas. Donc tous ces moments-là, le vendredi de pause, les Ouais. pas d'entraînement, etc. Est-ce que tu penses que tu vas finir par les dédier entièrement à Quansport? Pas entièrement, bien sûr, parce qu'il y aura toujours des moments autour, Ouais. mais ou est-ce que tu as envie d'avoir un peu une double casquette et d'aller chercher d'autres trucs ailleurs qui vont te nourrir? Bah, alors là, je vais peut-être te casser la tête, mais j'ai déjà une troisième casquette. Ouais. Cette année, j'ai été approché par une école à Marseille où je donne des cours. Donc, Su- je suis aussi prof. C'est... Alors, c'était ma question finale, mais c'est du coup, bah, si tu as déjà commencé, c'est parfait. Ouais, donc en fait, tous les mercredis après-midi, je donne des cours à des B2, donc bachelor, donc c'est 2 ans après le bac, Ouais. dans une école de management des organisations sportives à Marseille. Et donc bah, j'avais pas beaucoup de créneaux de dispo, donc je leur ai donné certains de mes mercredis après-midi. Je dirais que j'en ai 12 sur l'année, je crois. Donc c'est déjà ma troisième casquette, tu vois, qui fait Ouais. que bah, ouais, peut-être ça pourrait se développer un peu plus quand je vais arrêter le basket, tu vois. Donc ça pourra peut-être être un projet très complémentaire à Quad Sport et qui est très nourrissant aussi et avec l'idée de transmettre aussi. Il y a plein de choses à faire, tu vois. Donc j'adore. Parce que un des sujets où je voulais arriver, c'est que bon, on a parlé de tout ce que, voilà, ta vision du basket, du fait qu'on n'est pas s'accompagner, de toute la formation sur l'organisation que tu as faite. En parallèle de tout ça, tu as, enfin, des opinions sur comment le basket devrait être plus structuré. Tu as parlé de la FFBB. On n'a pas forcément parlé dans le détail de, tu vois, le nombre de JFL, le machin, le truc, enfin, toutes les règles à l'intérieur. Et je sais que tu as plein d'opinions sur ça. Et Ah oui, ça, on pourrait probablement faire oui, c'est un clair. épisode entier sur ça. Ouais, c'est vrai. Et, et du coup, ma question, c'est, sachant que tu as fait tout ça sur l'organisation, que tu as tout préparé, etc., moi, quand je te regarde et je t'écoute tout ce que tu me dis, je me dis, ce mec-là, à terme, ça pourrait être un président de la fédération, tu vois, Ah, bah dis donc, vas-y. comme ça. Tu votes pour moi, du coup. Moi, je vote pour toi. Non, mais tu vois, dans le fait de ce que tu as vécu, dans les valeurs que tu véhicules, dans ce que tu as réfléchi, dans comment tu as envie d'améliorer le basket français, parce que ça t'anime, pas comment tu as envie d'améliorer l'organisation, quand tu réfléchis tout ce que tu fais, en fait, c'est améliorer le basket dans son ensemble. Du coup, tu le fais à ton échelle, mais moi, de l'extérieur, quand je te vois, je me dis, en fait, c'est un mec qui, à terme, peut-être que aider plein de gens tout autour, il va avoir tellement préparé tout que ce sera plus lui, ce sera la structure qui va aider et il va pouvoir, tu vois, monter un niveau au-dessus et faire d'autres choses. Déjà, un, est-ce que tu y as pensé? Et si oui, est-ce que ça t'intéresse? Alors, tu vois, il y a un truc qui m'a toujours passionné, au-delà de tout ça. J'adorerais, et bah, je pense que c'est à une échelle inférieure de ce que tu viens de dire, mais c'est la même idée, je pense. J'adorerais travailler à la structuration d'un club de basket. Ouais, ok. M'impliquer en tant que. On peut donner n'importe quel nom qu'on veut à ce titre-là, ça peut être un directeur général, ce que tu veux, un club, avec l'idée de bah, justement d'essayer d'intégrer un peu tous ces outils-là, tout ce que j'ai essayé de développer et mon expérience dans un club, parce que je pense que les clubs en France sont pas très bien structurés, pour être soft, et que je pense aussi on fait pas assez confiance à d'anciens joueurs, même si je ne vais pas jeter la faute sur les clubs, je pense que les joueurs ne sont pas capables assez bien de se former, qui fait que c'est difficile de leur faire confiance, et ainsi de suite. Et que malheureusement, on a souvent des anciens joueurs qui sont à des postes
mais n'ont pas forcément les compétences pour y être, qui fait que c'est un peu le serpent qui se mord la queue et qu'au final, tout ça avance pas très bien. Voilà, j'ai essayé d'être soft dans ce que je dis. Et donc, je dis pas que j'ai la science infuse, c'est faux. J'ai mon expérience du basket qui est avec du coup ma vision. Comme dirait mon cher Guillaume, j'ai ma réalité, je suis dans mon aquarium. J'espère qu'il est le plus juste possible. Mais la finalité, c'est quoi? C'est un truc qui pourrait me plaire. Donc, j'ai pas pensé à l'échelle d'une fédé, mais pour être très honnête, être un jour directeur ou président ou ce que tu veux du Limoges CSP, c'est un truc qui pourrait vraiment me faire kiffer, tu vois. Et c'est un exemple Ouais, précis parce que je te parle de Limoges parce que c'est mon club de cœur, tu vois. forcément, ouais. Et je pense que il y a il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais donner du sens, justement, sur comment faire en sorte qu'un joueur se sente bien quand il arrive dans un club parce qu'il est plus qu'un joueur et tout ce qui va avec, tu vois. Et des choses, en fait, on fait croire que c'est une question de budget ou que c'est on n'a pas l'argent, mais ça, c'est souvent des fausses excuses pour pas mettre l'énergie et le temps dans les choses qui sont vraiment importantes. Et c'est idem pour la formation des joueurs, etc. Il y aurait tellement de choses à dire qu'on pourrait encore faire deux épisodes de podcast si tu veux. Mais pour moi, c'est la même chose. Et tant qu'on mettra pas aussi un peu plus de vision, bah, je pense que Ben Dujardin a dû te parler de why, de vision, de je sais pas quoi, mais en tout cas, voilà. Mais c'est le même principe un peu, tu vois. Mm. Et tant qu'on mettra pas un peu plus de vision à long terme, de voir un peu ce qu'on veut faire, où on veut aller, de pas se contenter d'être content de faire tant de vues sur TikTok quand ça n'a aucun sens de faire des vues sur TikTok quand ton club il est pas assis localement en termes de réputation. Enfin, tu vois, des choses cons, tu vois, mais en fait, c'est juste savoir où on va aller et comment on va y aller. Et bah, ça, c'est un truc qui me plairait, ouais, clairement. Mais à 100%. Ouais, bah, c'est en ligne avec tout ce Oui, oui, que voilà, on ouais, vient de te dire et c'est ça clair. me surprend pas. Alors quand je dis fédération, Oui, oui, je suis pas en train de mettre ton nom dans la présidence ou de te forcer à faire quelque chose, mais ça met du coup le club, effectivement, c'est une autre façon de le faire et c'est vrai que quand on t'entend parler, tout ça a beaucoup de sens. bah écoute, Donc peut-être un jour. En tout cas, c'est sûr que c'est une opportunité, enfin, c'est une option qui me plairait. ouais. Après, les opportunités, elles sont pas toujours là, hein, tu sais, donc Non, mais les vies professionnelles, elles sont aussi faites de ça, hein, des trucs qui exactement, arrivent et qui se font des choses c'est clair. et voilà. Mm. Mais écoute, dans 10 ans, on refera un truc comme ça, on Ouais, refera un bah si tu veux, épisode et on dira on fera le podcast, tu feras le podcast 10 ans après, tu sais, avec tes invités et voilà, tu verras où ils en sont, quoi. ouais, Euh, exactement. J'avais déjà je sais plus avec qui on a parlé de ça. euh, Qui me disait: «Est-ce que tu penses que dans 10 ans, tu seras encore là à faire des à voilà, interviewer tu des vois. gens?» et je dis: «Je vu comment ça m'anime, je pense que oui». Ce sera pas le même format, j'imagine. Ouais, Il et se sera passé des choses entre-temps, ça aura mais évolué depuis, mais c'est vrai que ouais. ouais, bon, enfin, voilà. Beh, écoute, on a déjà bien parlé, Ouais, bah oui, carrément. et C'était. c'est en tout cas, moi, j'ai adoré et je pense que d'habitude, j'aime bien, tu vois, au début, mettre un petit extrait de Ouais, la conversation, pour donner envie aux gens oui, d'écouter je vois, ouais. et là, je suis en train de réfléchir, je sais pas lequel je vais prendre parce que j'en ai déjà 4 ou 5 que j'avais Ah, envie bah de écoute, prendre. ça, c'est tant mieux alors. C'est que c'était. Donc Bah, tu sais, donc je suis content parce que là, je suis dans la peau du podcasté. D'habitude, je suis plutôt dans la peau du pour le podcasteur. podcasteur, Donc, tu as ta place. Et oui. je sais à quel point c'est du travail de préparation, de savoir les thèmes sur lesquels on veut aller, mais de pas être trop relou avec l'invité, etc. Euh, donc, je suis assez à l'aise dans la peau du podcasté parce que du coup, je me dis, bah, tu vois, je peux dire ce que je veux quand je veux sur les. Tu vois, c'est cool. Donc, j'aime bien. C'est pour ça que je parle beaucoup ce soir parce que je trouve ça agréable d'être dans la peau du podcasté aujourd'hui. Écoute, j'espère que ça les questions et le Ouais, non, les c'était sujets hyper t'ont intéressant. Et intéressé. puis, ça se voit que tu avais bien préparé ton épisode parce que tu connaissais plein de choses sur moi que d'autres ne connaissent pas forcément. Donc, c'est cool. Beh, j'essaie un petit peu Oui, de non, voilà, mais c'est important. outre le fait que je suis un passionné aussi, Oui, bien sûr. heu j'aime bien arriver préparé. Oui, bah, c'est Donc important. voilà, donc bah, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Vraiment, c'était un plaisir. Donc, et j'espère que ce sera un épisode utile et agréable. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, je le recommanderais, je j'ai pas forcément ce pouvoir-là Oui, d'exiger aux gens bien sûr. d'écouter, mais je pense que vraiment, s'il y a des petits jeunes qui, bon, c'est peut-être long, hein, à écouter, Ouais, mais c'est vrai que c'est long. Ouais. qui En ouais, général, bon, on va essayer de couper ça, d'organiser ça de façon mais je pense que tu as une vision vraiment particulière, unique et super importante et intéressante et qui mérite d'être entendue, en tout cas. c'est gentil. Ça fait plaisir.